Vous êtes énormément de personnes à être concernées. Le schéma abandon et instabilité, donc ça c'est issu du travail de Jeffrey Young qui a créé un modèle, une grille de lecture de schémas répétitifs. Et donc voilà, il y a plein de schémas répétitifs. Ici c'est sur l'insécurité du lien via l'enfance. Abandon, instabilité c'est le premier. On verra plus tard méfiance, abus. Celui sur le manque affectif, imperfection, honte et isolement social. Donc il y a 5 schémas concernant les troubles de l'insécurité chez l'enfant et donc qui laissent des traces chez les adultes. Alors, on est nombreux là, je pense qu'il y en a beaucoup dans le public qui sont concernés par ce schéma abandon parce que ceux qui ont vécu des expériences d'attachement insécure dans l'enfance où vous avez subi, ou alors ayant subi des pertes affectives, ou encore qui est concerné les personnalités dites borderline, qui touchent à peu près 1 à 2 % de la population, sont particulièrement associés au schéma abandon. Mais de manière plus générale, le schéma d'abandon peut affecter énormément de personnes, celles qui ont traversé aussi des ruptures douloureuses, des divorces, des deuils, des traumatismes relationnels. Donc il y a plein de personnes, même à l'âge adulte, hein, qui ont pu aussi développer ce schéma abandon qui est assez fréquent. Et quand on l'a, on le sait. Pourquoi est-ce qu'on le sait? Parce qu'on va se dire qu'on n'est pas assez aimable, on a très peur de perdre les gens qu'on aime, on s'imagine qu'on vous quittera toujours, que même si on est là avec vous, même si vous trouvez un partenaire qui vous rassure et qui vous dit « mais si, je suis là », pour vous, c'est jamais assez sûr. Alors, vous dites « oui, là pour l'instant, il est là ou elle est là », mais tôt ou tard, elle finira par me quitter. Personne ne peut vraiment continuer à me donner force et appui, soutien et protection parce que les gens sont mon partenaire et en général, les autres sont des gens changeants, ils peuvent changer d'avis, les autres sont instables. Voilà, ça c'est les croyances hein, qu'on a quand on a le schéma abandon. Ou alors un jour, de toute façon, la personne ne sera plus présente à moi, elle mourra ou elle partira pour quelqu'un de mieux que moi. Voilà, donc tôt ou tard, je serai abandonnée. Et donc, j'ai eu des moments d'abandon enfant, et donc tôt ou tard, je suis persuadée, je suis convaincue qu'on ne peut pas me conserver très longtemps. Donc, je ne suis pas digne de mériter l'amour pour qui je suis. Ça, on va trouver beaucoup ces convictions. Ça va donner aussi des angoisses au niveau de la séparation. Par exemple, ceux qui ont le schéma abandon, ils peuvent être vraiment fragiles sur les moments de séparation. Si votre compagne ou votre compagnon s'absente quelques jours ou même s'absente une soirée, je ne sais pas quoi, vous pouvez être soit en colère, soit en panique. Il y a des troubles de la séparation. Ou alors, au bord vous partez sur un quai de gare, il s'éloigne et d'un coup, de manière excessive, le cœur qui bat, mon Dieu, je me sépare, que va-t-il se passer? C'est triste, c'est dramatique, ça devient tout de suite un mélodrame en fait. C'est exagéré. Ou alors, ça peut se traduire aussi par des attentes irréalistes dans la relation. On va voir qu'il y a beaucoup de dépendants affectifs qui ont le schéma abandon. Parce que justement, ils ont toujours l'impression que seul, ça va être très compliqué. Ou alors ils choisissent, malheureusement, souvent ça arrive, des partenaires qui vont les abandonner justement, ou les tromper, en tout cas qui ne peuvent pas s'engager vraiment, pour refaire une boucle sur le schéma abandon, c'est-à-dire ils vont revivre quelque chose de familier, on les a abandonnés enfants, pas assez protégés, etc. Donc ils vont s'arranger pour être attirés par des partenaires qui sont pas tellement capables de s'engager, ou instables, ou non fiables, et du coup, vont vérifier qu'ils ont bien raison de croire qu'ils ne peuvent pas être aimés très longtemps, qu'ils ne sont pas assez bien pour, parce que ça tourne dans... Je vérifie ce que je crois. Ou alors, autre symptôme qu'on peut avoir chez les personnes qui ont ce schéma abandon, c'est souvent en lien avec le contact avec le vide affectif. Hein. Je suis tellement dans le vide et j'ai tellement peur de trouver personne et pas trouver la bonne personne que je m'accroche au premier qui passe. Je m'engage très vite, je tombe amoureux très vite. Et soit ça fait fuir, soit je m'agrippe, soit je mens, enfin je tronque l'image pour garder l'autre, pour plaire, parce que j'ai très peur de ne pas assez plaire et donc je vais être un agrippant de la relation. Voilà.
Peur de l'abandon, mais donc vous avez vu que soit je m'engage en mode méfiante parce que je suis avec quelqu'un d'instable, ou je m'engage tout de suite, c'est pareil, hein. C'est ni l'un ni l'autre, hein, mais c'est lié à la peur de l'abandon. C'est parce que j'ai ce schéma que ça fait ça, hein. Peur de l'abandon ou peur du rejet, c'est pareil. C'est juste pour des fois on me demande, hein. Alors, sur le plan intime, qu'est-ce qui se passe? Il y a une recherche permanente d'amour et de reconnaissance, voire d'amour inconditionnel. Ça, c'est ce que je vois chez certains de mes patients. Il y a une espèce d'attente irréaliste, de rêve d'amour romantique irréaliste. Peut-être un jour même, quelqu'un m'aimera vraiment inconditionnellement. Inconditionnellement, sans condition. Quoi qu'il arrive. Et même au-delà, même après, au-delà de notre mort, et pour l'éternité. Et même quand on ne sera plus ensemble, on s'aimera encore. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà, c'est le schéma abandon qui est derrière, souvent qui traîne, hein. Sur le plan social, il peut y avoir de la recherche de séduction pour être aimé et pour surtout éviter d'être seul. Sur le plan social aussi, de la soumission, ça peut aller avec le schéma assujettissement ou soumission qui est je fais pour l'autre, parce que si je ne fais pas tout pour l'autre, alors il peut me quitter. D'accord? Donc ça va avec un fait plaisir aux autres, hein, et notamment à ceux à qui on tient, justement pour ne pas revivre l'abandon. Il peut y avoir aussi de l'autosacrifice, hein, comme je viens de le dire. Je peux être attirée par des personnes qui ont le même comportement que mes parents, c'est-à-dire qui vont, par exemple, si le parent était négligent ou absent, donc je vais reprendre des partenaires qui sont à la fois présents et à la fois absents, ou négligents, ou des partenaires qui rejouent la dévalorisation si un de mes parents me dévalorisait ou me critiquait ou me jugeait sévèrement. Donc je vais reprendre, puisque par familiarité, par connu, par goût du connu, et par envie de dépasser les traumatismes du passé, donc de me guérir, je vais à ce titre-là souvent reprendre des partenaires qui ont le même comportement que mes parents. Et donc je me refais dévaloriser. Ou alors je reprends quelqu'un d'absent et je revis l'absence exactement comme quand j'étais enfant, voilà, présent, absent, des personnes qui sont, je vous dis, hein, souvent les gens qui ont le schéma abandon vont s'organiser pour retrouver des partenaires qui sont fusion-défusion, qui sont là, qui ne sont pas là chaud-froid. Un coup je suis présent, un coup je suis plus présent, disponible, indisponible. Et donc du coup, je revis ces sensations du manque, ces sensations de pas être, d'être abandonné, d'être quitté, même si l'autre revient, mais il revient, mais il repart. Donc, je ne suis jamais rassurée. Et il y a de l'anxiété, hein. Les gens qui sont avec ce schéma abandon à l'âge adulte vivent beaucoup d'anxiété. Anxiété du lien, mais de l'anxiété. Voilà. Sur le plan intime aussi, ce qu'on va observer chez ces personnes-là, c'est de devenir parfait souvent, de devenir un mari ou une femme modèle, ou une amante modèle, ou une amante parfaite. Voilà, de bien faire les choses pour plaire, pour être aimé, pour être gardé, pour être conservé le plus longtemps. Voilà. Ce qui est évidemment des comportements malsains, hein. Donc ça peut être associé, ce schéma abandon, avec une stratégie de recherche d'approbation et de reconnaissance, et avec un soi parfait. Je vais faire parfait pour être aimé, et où je vais faire des efforts pour être aimé. Parce que si je ne fais pas tout ça, je ne vais pas lui plaire, je vais lui plaire un moment, mais pas très longtemps. Alors, on va trouver aussi un terrain de la dépendance affective très souvent, hein. Si l'autre me quitte, la croyance, c'est je vais être détruit au niveau psychologique ou au niveau matériel, je ne vais plus rien avoir, comment je vais faire, je ne m'en sortirai pas, hein. Donc, ça peut être associé au schéma dépendance. Le schéma dépendance, c'est je ne peux pas faire seul, je ne suis pas capable de me débrouiller seule, c'est compliqué pour moi d'être seule affectivement, puisque là, sur les gens qui ont le schéma abandon, c'est le contact avec le vide affectif, qui est intolérable, c'est juste un gouffre pour eux, puisque ça leur renvoie à des moments du passé, des traumatiques, qui ont été ingérables à un âge précoce, ou à l'adolescence, bon, voilà. Et donc du coup, forcément, ils revisitent toujours ça. Ça peut être aussi en lien avec le schéma manque affectif,
qui est plutôt, là je ne vais pas trop le développer ce schéma parce que c'est sur celui d'abandon, mais souvent c'est lié. Manque affectif, pas toujours, c'est un autre schéma. C'est le besoin d'être protégé par quelqu'un de fort, de fiable, qui est une attention constante vis-à-vis de moi. Et quand bien même il a des attentions constantes, c'est jamais assez, je suis jamais assez remplie. Hein, ce qui va aussi donner souvent naissance au profil de l'altruiste, parce que ça se remplit, j'ai toujours besoin d'être rempli, et c'est jamais assez en fait. Bon, mais ça c'est... On peut avoir le schéma abandon et le schéma manque affectif, et ou pas forcément. Ok. Donc la différence entre l'abandon et le schéma manque affectif, c'est-à-dire que dans le schéma abandon, l'autre est imprévisible, il peut me donner plein d'amour, ça ne suffit jamais, j'ai toujours peur de le perdre. Alors que dans le schéma affectif, hein, je vous rappelle le schéma abandon, c'est j'ai peur d'être quitté. Tôt ou tard, il me quittera parce que je ne suis pas assez 3 petits points. Celui qui a le schéma manque affectif, même si l'autre est là et qu'il donne soin, prend soin, c'est jamais assez. C'est jamais assez. Et j'ai besoin d'un guide, de quelqu'un qui est fort, d'un protecteur, ce qu'on ne voit pas forcément dans le schéma abandon, où c'est vraiment, quoi qu'il arrive, je n'ai pas forcément besoin de quelqu'un de fort qui me soutienne et qui me protège, mais quoi qu'il arrive, il me quittera, tôt ou tard. C'est vraiment la peur de perdre. D'ailleurs, j'ai écrit un bouquin sur la peur de perdre, tellement c'est prégnant. Ça s'adresse beaucoup à des personnes qui sont concernées par le schéma abandon. Alors, c'est lié à quoi? C'est lié à la peur d'être seule, comme je l'ai dit, ou d'imaginer, parce que c'est souvent l'idée que je me fais qu'il pourrait y avoir une rupture avec ce partenaire que j'ai choisi, auquel je tiens tellement, ou auquel j'ai imaginé un projet couple. Parce que c'est dès que je fais une bascule dans ma tête et que j'imagine un couple potentiel, alors là, le schéma abandon est à fond les manettes. Tant que je n'imagine pas dans ma tête que je ne ferai pas couple, par exemple, je me mets avec quelqu'un, enfin je rencontre quelqu'un, mais je sais qu'il est soit indisponible, donc je ne me fais pas trop de films, ou alors je sais que ce n'est pas le bon partenaire pour faire couple, je ne me fais pas de films, le schéma abandon, il n'est pas à fond. Enfin, il n'est pas stimulé. Par contre, si je commence dans ma tête à me faire un projet couple potentiel, alors le schéma abandon est activé. Et je commence à imaginer que la rupture sera dramatique et que ça va être grave et que il va me rejeter, elle va me rejeter et ça va être dramatique à l'idée de me retrouver sans la personne auquel je tiens, donc seule. Et donc, il y a une espèce de confusion en tout genre, parce que, en général, ces personnes-là ont pu avoir dans leur vie des moments de célibat, qui étaient plutôt pas mal gérés. Okay. Mais dès qu'ils retournent dans ce lien et qu'ils se disent « je vais faire un projet couple avec cette personne qui a l'air de me convenir », ça repart, ce schéma abandon. Et donc, c'est à l'idée, entendez bien, ça c'est important que vous le compreniez, c'est à l'idée que l'autre me quitte. C'est à l'idée de me retrouver seule. Mais c'est une pensée qui active une mémoire d'enfant où j'ai été complètement impuissant quand j'étais seule, pas assez protégée. Vous voyez ? Ça n'a rien à voir avec la réalité, puisque dans des expériences où j'ai été célibataire, enfin sans couple et sans personne, tout allait bien. Donc c'est à l'idée que je me sépare que c'est un drame. Voilà. Ça va donner naissance aussi souvent à des personnes qui vont être passives-agressives. C'est-à-dire, j'explique, soit passive dans le sens je fais tout pour plaire parce que je veux être gardée, hein, parce que j'ai fait un projet couple dans ma tête et je veux absolument être conservée. Et je vais chercher à savoir, je vais quand même arriver souvent avec de la méfiance, je vais chercher à tester si la relation est sécure ou pas. Donc c'est souvent des personnes qui vont tester l'amour. Tester au départ, est-ce que l'autre est fiable ou pas fiable? Est-ce qu'il va rester avec moi? Est-ce que je suis assez importante pour lui? Est-ce que donc ça peut être, on appelle ça le test de l'épouvantail, hein. Donc je peux jouer aussi à l'épouvantail pour vérifier que l'autre est toujours là. Ah, j'ai fait ça, t'es encore là? Ah, t'es toujours pas jaloux là? T'es encore là pour moi? Parce que dans la tête, dans l'esprit, c'est tôt ou tard, il va me quitter. Donc je teste. Ça peut être une stratégie de sabotage. Je teste l'amour pour vérifier que l'autre va rester. Et c'est comme ça que je fais fuir en général, à force de tester. Bon. Ça, c'est en mode passif. Hein, je cherche à savoir si la relation est sécure ou pas.
ou encore j'évite de me confier, ou encore j'évite ouais, ou j'évite de poser des questions qui seraient pertinentes. Par exemple, j'ai besoin de savoir comment il se positionne avec moi. Est-ce que je suis quelqu'un avec qui il a envie ou elle a envie d'avoir des projets ou pas? Ben non, je ne pose pas de questions parce que j'ai tellement peur de perdre le lien, d'être quittée, que je manipule le lien en fait. Je tronque. Je ne pose pas les questions dont j'ai besoin. Par exemple, il ne me répond pas, mais bon, ça a l'air bien. Je ne vais pas le confronter, je ne vais pas lui dire, mais attends, pourquoi on s'est vu pendant 3 jours, pourquoi d'un coup tu me donnes plus d'informations? Je ne pose pas de questions, j'ai tellement peur d'être quittée que je ne pose même pas de questions. Donc je ne confronte pas l'autre pour éviter la souffrance de la séparation, tellement dans le schéma abandon, il y a cette mémoire de la souffrance de la séparation, ou de l'abandon, ou de la solitude. Ça, c'est pour le mode passif. Et pour le mode agressif, je vais contrôler. Alors là, je contrôle l'autre. Alors, je questionne, mais là, tout le temps. Je questionne, alors ton ex, je flique, je trace, je fouille, je suis possessif, j'étouffe l'autre. Et à force de contrôler en mode possessivité, le risque, c'est qu'il parte et que je me retrouve seule. Et en général, je vous rassure pas, mais en général, quand on a le schéma abandon, on vérifie, hein, on retourne dans la boucle et on termine en mode j'avais bien raison, je le savais bien, de toute façon, je ne peux pas garder quelqu'un, et de toute façon, tous les hommes sont, je sais pas quoi, toutes les femmes sont, je sais pas quoi. Alors, on va voir que dans ce schéma abandon, il y a, comme dans tous les schémas répétitifs d'ailleurs, des croyances rigides, des pensées automatiques. Et c'est toujours les mêmes en fait, elles tournent en boucle. Et tant que vous n'êtes pas en conscience de vos pensées automatiques, vous êtes coincé dans le schéma. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire un pas de côté pour l'identifier. Vous pensez que c'est normal, que vos pensées sont vraies ou normales, et vous ne les remettez pas en question. Vous pensez que c'est l'autre qui a un problème, qu'il n'est pas fiable, qu'il est instable, ou que c'est vous qui n'avez pas assez de valeur, hein, parce que ce schéma, c'est ça. Soit c'est l'autre qui n'est pas fiable, forcément les autres ne sont pas fiables, sont instables, changeants, ne peuvent pas être constants. Soit c'est moi qui n'ai pas assez de valeur et qui ne suis pas capable de mériter l'amour très longtemps. D'accord? Et il y a souvent les deux à la fois. C'est l'autre et c'est moi. Et donc, tant que vous ne l'identifiez pas, hein, vous croyez que ceci est vrai. Et vous en avez fait une généralisation. Vous êtes persuadé que c'est vrai. Donc, ça s'appelle des pensées rigides ou des pensées automatiques. Et en général, comme le problème du schéma abandon, ce sont des enfants qui ont souvent pas reçu ce dont ils avaient besoin. Donc, du coup, ils vont chercher de la sécurité via le partenaire, au lieu de trouver de la sécurité en eux, évidemment. Et cherchant la sécurité à l'extérieur, ils vont souvent avoir une image dégradée d'eux-mêmes et avoir des pensées négatives sur eux-mêmes. Comme j'ai dit, j'ai pas assez de valeur. Voilà. Donc c'est important de vous interroger quand vous avez ce schéma. Quelles sont les pensées négatives que j'ai sur moi? En forme, je ne suis pas assez. Alors, et après, il faut préciser. Ça, c'est à vous de les décliner. Parce que je ne suis pas assez, 3 petits points. Alors, ça peut être je ne suis pas assez jolie. Ça peut être je ne suis pas assez beau, je suis moche, je suis trop grand, je suis trop grande. Ça, c'est sur le look physique. Hein. Moi, j'avais une patiente cette semaine qui, quand elle avait 10 ans, on a vu pourquoi elle avait le schéma abandon. Donc, elle était dépendante affective. Elle ne comprenait pas pourquoi. La plainte, elle arrive avec je ne comprends pas pourquoi je cours après des mecs instables, enfin voilà, qui ne me veulent pas. Enfin, le classique du genre, quoi. Et ceux qui sont bien, je ne les veux pas. Grand classique, j'ai déjà fait je ne sais pas combien de conférences sur le sujet. Bon, ça c'est le schéma typique abandon. Donc on a été regarder, elle n'était pas du tout consciente qu'elle avait le schéma abandon, et surtout, pourquoi il y avait ça? Mais à 10 ans, l'histoire c'était ça. On a fini par comprendre qu'à 10 ans, elle ne trouvait pas pourquoi elle cherchait de la sécurité extérieure. Comme ça. À 10 ans, elle était trop grande par rapport à toutes les autres de sa classe, et donc elle a compris, elle s'est dit dans sa tête, je ne suis pas conforme, je ne suis pas comme les autres, je suis différente et je ne suis pas aimable. Je voudrais tellement être comme tout le monde mais j'y arrive pas. Elle s'est pris la tête avec ça, vraiment, alors que personne ne l'humiliait, hein, on ne lui a même pas fait de moquerie. C'est juste, elle s'est dit, j'aimerais tellement être comme tout le monde, non, je ne suis pas conforme, je ne suis pas normale, je ne suis pas comme tout le monde. Donc c'était sur le physique, elle est restée coincée là-dedans.
Et donc, elle passe son temps à l'âge adulte à se dire, je ne suis pas assez comme tout le monde. Elle se dit plus, je suis trop grande parce que maintenant, c'est bien, ça passe bien, puisqu'elle est grande, du coup, ça passe bien. Mais elle se dit, je ne suis pas comme tout le monde. Et donc, ce mec avec qui que j'ai trouvé, eh ben, il peut pas, il restera pas avec moi parce que je ne suis pas comme les autres. Les autres sont plus jolis que moi. La preuve, la preuve, la preuve. Et donc, elle se compare tout le temps aux autres et elle est tout le temps en train de se méfier. Voilà, ça, c'est pour je ne suis pas assez 3 petits points. Donc là, je disais, c'était sur le physique, mais ça peut être, je ne suis pas assez intéressante, je ne suis pas assez intelligente ou intelligent, je ne suis pas assez séduisant, je ne suis pas assez beau parleur, je ne suis pas assez, j'en sais rien moi, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas un statut social mirifique, bon bref. Donc vous allez voir, je ne suis pas assez, 3 petits points, sur où ça se loge. Voilà. Donc plus vous pouvez le préciser par rapport à vos traumatismes du développement, par rapport à ce qui s'est passé quand vous étiez enfant, plus vous allez voir que ces pensées automatiques ne sont pas vraies. C'est juste des pensées que vous avez commencé à avoir enfant ou adolescent et elles sont toujours en trace. Mais elles n'ont rien de vrai. Aujourd'hui, elles ne sont pas vraies. Et ça donne, elles sont souvent dans je suis toujours, ou je ne suis pas assez, ou il faudrait que, ou je devrais. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est sur vous, c'est les pensées de dévalorisation de soi, donc c'est bien de les identifier quand vous êtes dans le schéma abandon. En fait, c'est passer de j'ai pas de valeur à j'ai de la valeur, arrêtez de croire que vous n'avez pas de valeur, c'est reconnaître votre valeur. Hein. Et puis, sur l'autre, ça va être il s'en fout de moi ou elle s'en fout de moi. Si je fais ça comme ça, elle va pas m'aimer ou il va pas m'aimer. Donc, je vais faire des efforts. J'aurais pas dû dire ça. Je suis vraiment bête d'avoir. J'aurais pas dû dire ça. Je suis coupable. J'ai fait une faute. C'est pas bien. J'aurais pas dû faire ça comme ça. Mince alors. Si l'autre me critique, c'est qu'il a raison. Voilà. Donc, vous êtes facilement sous l'emprise. Vous pensez souvent que l'autre dit ce qu'il dit, c'est que c'est vrai. Hein, vous êtes influençable en général avec le schéma abandon et vous vous trouvez pas assez quelque chose. Invivable, grosse, moche, intéressant, pas intéressant. Bref, on ne peut pas accepter de vous choisir très longtemps et d'investir pour faire des projets avec vous. Voilà, ça c'est le gros problème. Ça c'est la croyance. Alors, est-ce que vous avez des questions là, jusque-là pour, Non, ça va? Si vous n'avez pas de questions. Ouais, vas-y. Tiens. Merci. Oui, est-ce que c'est quelque chose qui peut se passer aussi en amitié? Ah bah oui, tout à fait, oui, oui. Tu peux l'avoir exactement en amitié pour des personnes avec qui tu es ami et auxquelles tu tiens. Alors, il y a des personnes, l'amitié, c'est une valeur forte. C'est-à-dire, l'amitié, c'est précieux. Je donne tout à mon ami. Voire, il y en a qui donnent plus. Tu vois, ceux qui sont méfiants en relation amoureuse, certains, ils vont être beaucoup plus confiants avec un ami ou une amie proche. Et s'il y a le schéma abandon qui traîne, va se rejouer la même dynamique, si tu veux. C'est à l'endroit où je donne tellement d'importance à l'autre, l'autre devient le réparateur de ce qui m'a manqué enfant. Donc, qui est concerné? C'est ce que je disais à cette patiente qui est venue me voir et qui se trouvait trop grande. Je dis, c'est la part enfant en toi qui est concernée quand tu as l'impression que tu n'as pas assez de valeur, c'est-à-dire que tu dois faire des efforts pour plaire en fait. Hein. Et donc c'est vraiment l'enfant moi, c'est la petite personne qui n'a pas reçu l'attention de son parent, ou ici qui a l'impression qu'elle n'était pas acceptée comme elle était. Et donc c'est cette part-là qui est au rendez-vous. C'est la part de la petite personne. C'est pour ça que j'ai dit, mais attention dans ton vocabulaire quand tu dis « je trouve que je ne suis pas assez bien pour lui », la preuve, il est en train de s'intéresser à d'autres nanas. C'est pas « je trouve que je ne suis pas assez bien pour lui ». Ce qui parle à ce moment-là en moi, c'est la petite fille en moi qui, à 10 ans, se trouvait trop grande et qui ne se trouve pas assez bien. C'est important de distinguer et de changer de vocabulaire parce que sinon, je suis sûre que je ne suis pas assez bien pour lui, c'est vrai. Il n'y a pas de doute. Le problème, c'est des pensées automatiques qui sont liées au schéma abandon. Tu peux les retrouver dans l'amitié, sur des amitiés fortes, parce que c'est pareil, c'est la même chose.
C'est les personnes auxquelles je suis attachée, à qui je confie la sécurité à l'extérieur. Alors si tu ne peux pas confier la sécurité à un partenaire parce que tu es trop méfiant, ça peut être un ami. Avec cet ami, notre amitié est inéluctable et ce pour la vie. Et je donne toute confiance. Mais on ne peut pas donner toute confiance, ni zéro confiance. Du moment que dans la vie, c'est pas les excès. Quand je donne toute confiance à un individu humain, je me méprends. Puisque un humain peut toujours changer d'avis. Je veux dire, aucun humain n'est complètement fiable à 300%, puisqu'il est limité. De la même manière que quand je fais zéro confiance à un humain, c'est forcément mes mémoires du passé, où j'ai pas pu faire confiance aux adultes de l'époque. Parce que pourquoi je ne pourrais pas avoir une personne, même si elle ne change pas d'avis toutes les 5 minutes, sur qui je peux compter? Vous avez bien des amis sur qui vous pouvez compter, donc il y a bien des personnes sur qui vous pouvez compter, il ne faut pas exagérer. Donc c'est jamais les excès, c'est pas ni tout blanc ni tout noir. Donc à vous de trouver la nuance quand vous faites des généralisations. Ah mais non, je ne peux jamais faire confiance, plus jamais je ferai confiance, ou je ne peux faire confiance qu'à cet ami, c'est sûr et certain. Peut vous lâcher aussi, hein, peut mourir, peut disparaître, tout est possible en fait. Donc si l'amitié s'arrête, ça peut faire comme, comme un chagrin d'amour. Tout à fait. Et il y a des personnes qui sont concernées par des chagrins d'amitié d'ailleurs. Hein. C'est tout à fait vrai. Ouais. Alors là, on va voir les raisons pourquoi certaines personnes sont concernées par le schéma abandon. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Ça peut être la perte d'un parent, un divorce qui s'est mal passé, des moments de séparation dans l'enfance, il a été en pension, ou l'enfant a été mis en couveuse, ou il est parti à l'hôpital. Donc il y a eu des moments de séparation non volontaires, hein, mais des moments de séparation quand même. Des naissances, hein? des frères et sœurs. Oui, les naissances des frères et sœurs. Il y a plus. L'hospitalisation d'un parent aussi, ou la dépression d'un parent. Ou beaucoup de nourrices qui sont passées les unes derrière les autres, ou encore un parent dépressif ou un parent alcoolique. Voilà, donc l'abandon au sens large, c'est-à-dire que l'enfant on n'est pas attentif, on n'est pas aux soins de l'enfant comme on devrait l'être en tant que parent. C'est pas forcément volontaire, hein, mais l'enfant le vit comme un abandon. Des remariages, ça c'est très fréquent, je le vois souvent, des remariages où on lâche l'enfant, c'est-à-dire on ne s'intéresse pas plus que ça à l'enfant. Voilà, les adultes s'occupent entre eux de leurs histoires d'amour d'adultes, mais les enfants, ils sont un peu laissés pour compte. Hein. Ou des relations fusionnelles aussi avec le parent, hein, ça aussi, ça se voit aussi. C'est trop, donc le parent est trop sur l'enfant, hein, trop agrippé à l'enfant, l'utilise en général pour son vide affectif ou pour son anxiété. Et du coup, l'enfant, il ne va pas avoir la capacité de faire seul. Et donc, il va vouloir s'agripper, comme quand il était petit avec maman ou papa. Réflexe d'agrippement, je ne peux pas rester seule 5 minutes, je ne fais pas face. Voilà, donc peur de perdre le parent ou peur de perdre le partenaire, ça va devenir la peur de perdre. Hein. Ou alors encore un parent qui n'a pas le temps et qui dit à l'enfant qui est toujours pris parce qu'il bosse trop par exemple, débrouille-toi tout seul, nous on n'a pas le temps de s'occuper de toi, donc abandon hein, aussi. Ou alors tu es un fardeau, on ne veut pas de toi, il y a plein de cas comme ça. Moi j'avais vu aussi des cas de parents très amoureux l'un de l'autre, tellement amoureux l'un de l'autre, tellement fusionnels que les enfants ils étaient... Bon, les enfants, hein, les jouer tout seuls. On a beaucoup de choses à faire. Bon, des trucs comme ça. Voilà. Ou quand l'enfant est triste aussi et qu'on ne lui donne pas de réconfort, on le laisse pleurer dans son coin. Ou alors il y a des critiques répétées. Tu fais rien de bien, voilà, des choses comme ça. Ou alors, si c'est pas dans l'enfance, ça peut être les premières relations amoureuses qui ont été traumatiques. Ou voilà, ça a été, par exemple... il a préféré ma meilleure amie, ou j'ai fait l'amour avec lui, puis il est tout de suite parti avec quelqu'un d'autre, ou il m'a laissé direct, alors que moi j'avais des sentiments, enfin des trucs un peu dramatiques. Quoi. Voilà, donc la croyance, ça va être je ne mérite pas d'être aimé, sauf si je fais, tac, 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 plein de choses, voilà, pour l'autre. Et personne ne se soucie vraiment de moi, au fond.
On va m'oublier sur le bord de la route, tout le monde s'en fout. C'est Gallimero. On m'oublie, personne ne m'aime. Voilà, vous avez pas enfin, qui est concerné? Je suis sûre qu'il y en a plein. Levez la main ceux qui sont concernés par le schéma. Il n'y en a pas beaucoup? Ah si, en général, il y en a plein. Ou vous avez été concerné dans une période de votre vie, peut-être. Alors, et donc, il peut y avoir des personnes qui sont parties dans « je suis tellement terrifiée à l'idée d'être abandonnée que je préfère faire seule. Parce que moi, je suis tranquille, je ne serai pas stimulée, on ne va pas me lâcher. » Donc, qu'on soit dépendant, agrippant ou contre-dépendant, j'éloigne, je préfère faire seul, je me débrouille tout seul, je sais, personne n'est stable et fiable, laisse tomber, de toute façon, moi je me débrouille, c'est pareil. Hein. Donc, c'est la même chose, mais en sens inverse. Donc, c'est malsain aussi. Il n'y a aucune... Il n'y a pas de traitement là, hein. C'est pas traité, hein. Le problème n'est absolument pas résolu. Le schéma abandon traîne toujours, fait office. Ou alors, je suis en couple et je doute toujours de son attachement. Je ne suis jamais sécure avec l'autre, quoi. Même si l'autre a l'air tranquille, je ne suis jamais en sécurité. Je suis toujours en train d'être vigilant. Oh, mon Dieu. Voilà. Alors, les comportements. Donc, je l'ai dit, hein, tendance à faire passer l'autre avant soi, encore plus au début de la relation parce que je ne suis pas en sécurité. Donc, alors là, j'en fais des paquets. Je reproduis certainement ce que j'ai déjà vécu avec mes parents parce que c'est familier. Au départ, je vais admirer, souvent je suis attirée et j'admire des personnes qui sont très autonomes et très indépendantes, puisque moi j'ai le schéma abandon en général plutôt en mode dépendance. Ceux qui sont contre-dépendants, bah, eux, on ne les voit pas beaucoup dans la relation, ils y vont à pas de... Ils y vont... Ils mettent un pied dedans, mais pas beaucoup. Donc vous admirez les personnes indépendantes. Et puis, au bout d'un moment, donc vous êtes attiré par votre complémentaire puisque vous manquez d'autonomie. Et puis au bout d'un moment, ceux que vous avez admirés, eh ben, comme ils n'arrivent pas à vous donner la stabilité et la sécurité, puisque personne ne peut vous la donner sinon vous-même, donc forcément, vous commencez à les détester. D'accord ? Donc, au départ, vous les admirez, puis à la fin, vous commencez à être irrité, vous n'en pouvez plus, vous commencez à leur en vouloir, ce que j'ai dit, passif-agressif, faites des efforts pour leur plaire, et puis après, vous commencez à être contrôlant, énervé, oui, mais à cause de toi, vous faites des reproches, c'est jamais assez ceci, tu t'occupes pas assez de moi, t'es pas assez attentionné, regarde, le soir, tu fais ça, tu t'occupes pas de moi. Voilà, c'est le classique du couple, il y en a un qui se sent envahi, étouffé, et celui qui a le schéma abandon, il étouffe. C'est-à-dire qu'il cherche toujours de l'attention qu'il n'a jamais assez. Donc il est admiratif de personnes indépendantes et autonomes. Puis après, comme il court derrière, parce qu'il cherche la sécurité en agrippant l'autre, au bout d'un moment, plus il fait ça, et plus il a envie, il se sent envahi, et plus il se bat. Voilà. Le classique du couple. Hein. Symbiotique, du couple symbiotique, je précise. Du coup, contrôle, jalousie, si tu m'aimais, tu ferais pas ça, mais enfin comment Du coup, l'autre, il va risquer de pas vraiment s'engager parce que quand il voit que le côté agressif, c'est un peu pénible à vivre pour... au bout d'un moment, l'autre, il en a marre d'avoir des reproches, de dire tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça, si tu m'aimes, tu devrais pas... Donc, ça fait du stress dans la relation. Donc au départ, il y a certaines personnes qui vos partenaires peuvent tolérer ce stress, avoir envie de vous rassurer, puis à un moment donné, ils en ont marre de vous rassurer, quoi. Ça leur fait prendre la poudre d'escampette. Et donc vous vous faites dévaloriser, et ça confirme que vous n'êtes pas assez, 3 petits points, que l'autre peut largement trouver mieux que vous. Voilà, donc vous finissez en mode rejeté, et soit... Quand vous tournez dans des expériences comme ça avec le schéma abandon et vous finissez par vous faire rejeter, soit vous devenez un évitant, le coup d'après vous passez en mode « Ah, j'ai assez souffert, je me suis assez accroché, maintenant laisse tomber, on m'aura plus, je vais me débrouiller seule. » Soit je pousse les autres, je les repousse en fait. Je les repousse, je suis tellement méfiant que je les teste, je les repousse, je sabote. Toi, t'es pas assez ceci. Maintenant, je prendrai, j'ai un critère, cahier des charges, machin. Toi non, toi non, toi non. Voilà. De toute façon, c'est du sabotage. Hein. Je suis tellement destinée à être abandonnée
que j'éloigne assez vite ceux qui veulent s'approcher. Il y a écrit Do not disturb. Voilà. Donc je dois me méfier de moi quand même, hein, quand j'ai ça. Au lieu de penser, parce que la croyance, c'est je dois me méfier des autres. Les autres sont instables. Voilà. Et si je ne m'engage pas, je ne souffrirai pas. Si je tombe, alors la croyance aussi chez les abandonniques, c'est si je tombe amoureux, moi je suis totale, je donne tout. Alors ça c'est le truc. Voilà. Alors je préfère pas donner parce que soit moi je suis entière, donc quand je donne tout, et ben je préfère tout reprendre. Voilà, et plus rien donner. Non mais et les deux, vous avez entendu dans ce que je dis, je l'ai fait en rapide, mais c'est ni l'un ni l'autre. C'est pas je donne tout, ou je donne rien. Voilà. Alors les émotions, ça c'était pour la partie des croyances automatiques, hein, dont il va falloir douter. Les émotions, c'est l'anxiété, beaucoup d'anxiété relationnelle. Dès que je retourne au lien, il y a de l'anxiété, peur de perdre, peur que l'autre me quitte ou s'intéresse pas à moi. Ça peut être pas forcément me quitte pour une autre, hein. Ça peut être ne soit pas assez attentionné vis-à-vis de moi, il ne me sécurise pas assez. La preuve, il regarde son ordinateur, la preuve, je sais pas quoi, il est sur son téléphone, la preuve, il n'a pas envie de passer le week-end avec moi, la preuve, il y a toujours la preuve qu'il n'est pas assez là pour moi. Il n'a pas répondu au texto depuis 3 heures, la preuve, etc., etc. Voilà, donc anxiété, tristesse, parce qu'on revisite les mémoires d'abandon de l'époque archaïque, et la colère. La colère est très présente, hein, chez les abandonniques, critique envers l'autre et envers soi-même. Donc, jugement négatif sur soi, je me tape dessus, ça manque beaucoup de bienveillance, hein. Je ne devrais pas, mais pourquoi? Je devrais trouver de l'amour pour moi, me respecter, mais j'y arrive pas. Je ne suis pas assez bien, les autres sont mieux que moi. Bon, voilà. Donc il y a beaucoup de dévalorisation de soi, il y a beaucoup de colère vis-à-vis de soi et beaucoup de colère vis-à-vis de l'autre. Je suis souvent en colère, irritée que l'autre ne fait pas comme je veux. C'est normal parce que l'autre n'est pas là pour vous combler. Donc c'est normal qu'il ne fasse pas ce que vous voulez. La seule personne qui est capable de répondre à vos besoins, c'est vous-même. Donc il n'est pas censé être attentif à vous du matin au soir, hein. Il n'est pas censé, le partenaire n'est pas censé remplir votre vide affectif, en fait. Il n'est pas là pour ça. Donc, tant que vous n'avez pas pigé le truc, donc je renvoie à la conférence sur le vide affectif, puisque là c'était le thème que j'avais traité avant, mais c'est très en lien en fait. Vous voyez que tant que ce n'est pas traité, vous allez continuer d'être énervé contre l'autre en disant c'est pas assez, mais enfin comment et oui, puisque la sécurité, l'autre n'a pas le pouvoir de vous donner de la sécurité, c'est pas possible ça. Voilà. Mais c'est très souffrant quand même, hein, parce que les personnes qui rentrent là-dedans, quand elles sont en colère, elles sont vraiment en colère contre l'autre, contre celui qui la délaisse, celle ou celui qui le délaisse, avec des explosions, ça peut être des explosions de rage, hein, ou des implosions, en fait, de la violence sur soi, genre j'arrête de manger tellement je suis malheureux ou malheureuse, ou je me mutile, hein, chez les borderline, on va trouver de la mutilation. Me scarifier, je vais me suicider, je vais me mutiler, tellement je suis en insécurité dans ce lien et tellement je revisite des mémoires, hein. Voilà. Il peut y avoir aussi du déni sur les émotions, c'est-à-dire elles peuvent être minimisées. Je peux faire, cette semaine j'en avais une comme ça qui me disait je suis en insécurité dans ce lien, j'ai peur de le perdre, je suis très très stressée, je dors très mal la nuit, j'y pense tout le temps, je suis obsédée, etc. Mais non, ça va, je me gère, j'ai plein de ressources, je fais plein d'activités, je me marre bien, j'ai plein d'amis, tout va bien, tout va bien. Donc, elle était un stress comme ça. Et elle se sentait tout le temps sur le fil du rasoir parce que lui, alors là pour le coup, c'était ce qu'on appelle un schéma abandon structurel. C'est-à-dire qu'elle était avec une personne. Structurel, ça veut dire que c'est circonstanciel. Ça veut dire que cette personne qu'elle avait choisie depuis 20 ans, pendant les 5 premières années, c'était un couple classique, ils vivaient ensemble, normal. Puis à un moment donné, il s'est dit non, non, moi je veux ma liberté, donc je veux être avec toi et d'autres. Et donc du coup, bah, à partir de là, elle n'a pas mis vraiment ses limites tout en les mettant.
Et bah, du coup, forcément, elle était toujours en stress, quoi, parce que ça ne lui correspondait pas, cet amour ouvert et libre. Et donc, du coup, elle pouvait pas, elle n'arrivait pas à rompre. Donc, elle était dans un stress comme ça, tout en faisant du déni sur ses émotions. En disant, oui, mais je gère bien, je fais plein de trucs, je m'amuse bien, regarde, je fais ça, ça, ça. Alors, elle se convainquait. Sauf qu'elle était dans un stress majeur à l'idée qu'ils partent avec l'autre. Et d'ailleurs, il partait toujours avec l'autre d'à côté, tout en lui disant pas vraiment qu'il était avec une autre. Bon, bref, enfin, des histoires à la mort moelle-neu. Mais ça, il y en a plein. Mais elle, c'était vraiment le schéma abandon, avec déni sur émotion. Mais avec beaucoup de colère contre lui, parce que la plainte, quand elle arrive au cabinet, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'arrête pas de se plaindre. Elle me dit, oui, mais il est comme ci, il est comme ça, et t'as vu, il n'aurait pas dû, il me dit ça, et puis il fait l'inverse. Il me dit qu'il est avec moi, mais en fait, il passe la nuit avec elle, mais pourquoi il passe la nuit avec elle? Si c'était vraiment une amie, il ne passerait pas la nuit avec elle, et patatata. Donc, elle est en colère contre l'autre, elle ne prend pas sa responsabilité de se dire, moi, je ne mets pas de limite ferme, en fait. Je revisite le schéma abandon en restant avec quelqu'un d'instable, et en ne mettant pas vraiment ma limite. Alors, les différents modes par rapport au schéma abandon, parce que pour Jeffrey Young, j'aime bien cette thérapie des schémas dans sa grille de lecture. Il y a 3 manières de vivre ce schéma abandon. Il y a le mode soumission, où je choisis des partenaires qui, effectivement, comme dans cet exemple que je viens de donner, ne peuvent pas s'engager et persistent dans cette relation, comme je viens de le dire là. Soit c'est des personnalités qui sont pas, soit des personnes qui ne sont pas disponibles, peuvent être mariées, ou peuvent être à l'étranger, ou je sais pas quoi, ils ne sont pas dispo, avoir des gosses, ou je sais pas dispo. Soit des personnes imprévisibles. Un coup oui, un coup non. Bon. Et donc, je choisis des partenaires comme ça, et je fais chercher à lui faire comprendre à quel point je mérite d'être aimée de lui ou d'elle. Tout ça pour me prouver ou pour lui prouver que j'ai de la valeur, surtout à mes yeux, hein, surtout pour moi. Je cherche à me prouver à moi-même que j'ai de la valeur. Et je mets de l'énergie là où des personnes qui n'ont pas schéma abandon en mettraient 10 fois moins. Je ne vais pas mettre une énergie considérable. Quand j'ai pas schéma abandon, je ne vais pas me mettre en 10, en 15, en 25 avec quelqu'un qui ne va pas pouvoir vraiment s'engager. Je vais le détecter. Puis je vais dire, bon bah écoute, laisse tomber, moi je ne vais pas traîner 107 ans là-dedans, ou je te mets un ultimatum, ou alors j'ai assez de valeur, je n'ai pas besoin de me dévaloriser dans cette relation. Tu vois, donc ça va s'arrêter assez vite. Alors que quelqu'un qui est en schéma abandon, par soumission à ses mémoires d'abandon, va reproduire et choisir des partenaires, donc s'organiser pour revivre sans arrêt ces moments traumatiques d'abandon et de dévalorisation de soi. Parce que quand on choisit des partenaires instables, non fiables, bah c'est clair qu'ils ne peuvent pas s'engager. Bah c'est évident que vous êtes en OK moins plus. Vous êtes forcément en estime de vous faible. Vous ne pouvez pas vous estimer si vous restez avec quelqu'un d'instable et que vous persistez et vous stignez alors que ça ne vous va pas. Si, il n'y a pas de souffrance, il n'y a aucun problème. Hein. Je ne vais pas du tout entendre décrire. Si vous êtes avec quelqu'un qui ne s'engage pas et que vous-même, vous ne voulez pas vous engager et que vous avez envie de liberté et que vous ne souffrez pas, mais tout va bien, Madame la Marquise. Vous n'êtes pas du tout dans le schéma abandon. Tout va bien. Il n'y a pas de dévalorisation. Il y a de l'altérité. Tout est OK. Hein. C'est vraiment quand vous mettez plus bas que terre, quoi. Et que vous devenez possessif, et que vous voulez le contrôler, que vous voulez le garder à tout prix, et que vous n'êtes pas bien. Voilà. Ça, c'est là où il y a le problème. Sinon, il n'y a pas de problème. Alors, le mode soumission, vous avez compris, hein, pourquoi je reproduis la même chose que quand j'étais enfant. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, je reprends des partenaires comme papa-maman, qui se comportaient comme papa-maman, avec moi, pour tenter de dépasser, pour tenter de guérir ça. C'est comme si j'ai l'espoir qu'avec ce nouveau partenaire que je choisis, enfin il va pouvoir m'aimer, me sécuriser, me donner le soutien, rester avec moi, me valoriser, me dire que c'est moi la bonne personne, l'unique et la spéciale, et qu'il va rester toute sa vie avec moi et qu'il m'aimera inconditionnellement. Donc je cherche ce type de partenaire pour avoir dans l'espoir que je vais guérir, que je vais avoir la réparation dont j'ai besoin. Vous voyez le truc? C'est pour ça que je reprends ce type de partenaire. Ce n'est pas un hasard. Et que je reproduis le schéma en mode soumission. Bon. En mode évitement, ça c'est le deuxième mode. En mode évitement,
je l'ai déjà dit un peu, je vais éviter les relations intimes. Je me méfie, ou alors je vais avoir des addictions, une manière aussi de faire s'éloigner les gens. Et je vais me dire, c'est moi qui fais fuir l'autre, c'est à cause de moi, j'ai pas de valeur, je suis alcoolique, je suis trop schtroumpf, enfin je sais pas, j'ai un problème. Et du coup, j'ai tellement pas de valeur que c'est normal que quelqu'un peut pas rester avec moi. Donc ça, c'est en mode évitement. Donc souvent, j'ai tendance à l'isolement social. À un moment donné, je m'isole. Hein. À force de croire ça, ça ne fait pas du bien. Alors ça, c'est l'évitement. Et en mode compensation, il y a 3 modes. Hein. Soumission, évitement, compensation. Compensation, contre-attaque. Je deviens contrôlant. Je reste collé à mon partenaire que j'étouffe, au point de le repousser. Je fais des scènes violentes et des séparations de courte durée parce que je ne peux pas le lâcher, en fait. J'ai tellement peur d'être quitté, de le quitter. Je suis tellement pas sécure que je fais des scènes pas possibles, mais j'y retourne et j'y retourne et j'y retourne. Donc ces scènes fatiguent l'organisme, ça crée des burn-out en général, de l'anxiété comme ça. Ça déteint sur l'ensemble des autres sphères de la vie, professionnelle, familiale. Les gens ne peuvent plus se concentrer, ils n'arrivent plus à bosser, à gérer leur quotidien normalement. Ils sont complètement en stress comme ça. Bon, voilà. Donc ça peut devenir dramatique. Mais il y a cette difficulté de dire je me maltraite dans cette relation, par exemple, donc j'arrête. C'est très compliqué. Très, très compliqué. Donc, vous voyez beaucoup de couples comme ça, hein, qui sont dans des scènes violentes, mais ils n'arrivent pas à se séparer. Il y avait des films comme ça, avec Simone Signoret, non, le chat, avec Yves Montand et Signoret. Il y avait un film comme ça, Le Chat, ou je ne sais plus quoi, un truc comme ça. Vous vous rappelez ? Voilà, ça c'est vraiment... C'était Jean Gabin, Le Chat. C'était quoi ce film ? Oui, ils n'arrêtaient pas de s'engueuler comme des poissons pourris tout le temps. Ouais. Bon, enfin, voilà. Donc, vous trouverez dans les films, en cinématographie, des personnes, vous ferez attention à des acteurs qui jouent, qui ont le schéma abandon et qui restent comme ça dans des relations violentes et qui ne peuvent pas lâcher ce lien. C'est-à-dire qui vraiment y retournent avec beaucoup de violence. Hein. Ou dans les divorces, on voit ça aussi, divorce, mais ils n'arrêtent pas de se taper sur la tête. Et ça continue, et à travers les enfants, et ça continue, et à travers l'argent, et à travers les procès, et ça continue. Mais ils gardent un lien, en fait. Grammaire contre grammaire. Des trucs comme ça, ouais, c'est des histoires comme ça. Et derrière, tu vois, souvent, ce qui est intéressant, c'est d'identifier que derrière, il y a le schéma abandon, en fait. Souvent, ça traîne. J'ai tellement peur d'être quittée, mais du coup, j'arrive pas à quitter, mais je me maintiens dans des relations invraisemblables, mais c'est mieux que de perdre complètement l'autre. À l'idée de perdre totalement la personne, même si c'est hyper conflictuel, c'est pas possible. Mieux vaut du conflit, mieux vaut de la violence que rien. Mais attention, je l'ai dit tout à l'heure, c'est à l'idée de perdre, à l'idée que si je quitte ce partenaire, ça va être une catastrophe. Parce que c'est vraiment les mémoires du passé qui reviennent dans le présent pour créer un futur catastrophe. Donc il y a des biais cognitifs aussi à l'idée que je perds ce partenaire qui me pourrit la vie, avec qui je me pourris la vie, par exemple, hein, si c'est vraiment pas terrible, c'est à l'idée que je serai seule et que sans lui ou sans elle, je ne ferai pas face. Ça ne va pas être génial ma vie, d'accord ? Donc c'est très mental, mais ça s'appuie sur des mémoires d'abandon du passé. Donc c'est l'enfant moi qui est aux commandes. L'enfant moi, c'est émotionnel. Hein. Il n'y a pas beaucoup de raisonnement. Hein. Il n'y a pas d'adulte aux commandes. Attends, si tu veux parler, tu prends... Donc, un couple divorcé depuis très longtemps qui continue à se taper dessus en permanence, c'est qu'ils n'arrivent pas à couper le lien entre eux. Oui, tout à fait. Ni l'un ni l'autre. Ah oui, tout à fait. Ah oui, tu ne savais pas ça. Si, si. C'est souvent le cas. C'est une manière de garder un lien, dans le négatif, mais un lien quand même. On peut se questionner, quel est l'intérêt ? Parce qu'en fait, quand tu ne veux pas garder de lien affectif, émotionnel, c'est très simple. Même si tu as des enfants, tu te mets en mode organisationnel. Tu fais passer des infos et ça s'arrête aux infos. Et tu réponds à aucun message, tu n'as pas de lien téléphonique, rien. C'est juste un écrit, c'est statué par la justice. Voilà, dans les divorces, tu verras, une fois tous les 15 jours, il y a un droit de voir les enfants, et point barre, ça s'arrête là. Il n'y a que de l'organisation, il n'y a pas du tout d'émotionnel. Ceux qui entretiennent de l'émotionnel et des réponses, et que je te réponds, et que l'autre, c'est qu'ils ont envie de répondre, c'est qu'ils veulent garder un lien. Ils n'en ont pas envie, ils se plaignent, mais ils le font quand même. Il n'y a pas d'obligation. Donc c'est des liens toxiques en fait, mais en général tu retrouves effectivement cette peur
de lâcher complètement ce lien qui est malsain comme tout. Mais mieux vaut être mal accompagné que seul. On est toujours dans le même trip. C'est l'histoire du vide affectif, en fait. Il y a une habitude qui a été prise. Et il y avait une familiarité avec les parents et de la malveillance aussi. Enfin, il y avait de la familiarité avec des parents non protecteurs, souvent. Et donc, du coup, c'est familier d'être dans des relations où on s'engueule tout le temps, où on se prend, on jette. C'est familier, c'est du connu. Et il n'y a pas de repère d'autre chose. Donc, il va falloir, évidemment, vous avez compris, construire autre chose que ces repères de relations-là. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Et la médiation qui se met en place quand il y a des couples comme ça qui se déchirent, quand il y a des enfants, on est obligé de continuer à être en lien. Et la médiation, quel rôle tu lui donnes là? Oui, c'est pour des couples qui se déchirent. D'abord, la thérapie ou la médiation. Moi, quand je vois des personnes comme ça qui n'arrêtent pas de se mettre sur la tête entre eux, je leur dis souvent, pourquoi est-ce que vous vous sentez tenu de générer de l'émotionnel? Enfin, tout le lien affectif, ça n'a pas lieu. Alors des fois ils entendent, mais des fois c'est plus fort qu'eux. Parce qu'il y a le schéma abandon, ils ne peuvent pas s'empêcher de répondre du tac au tac. C'est terrible. Et le schéma abandon doit être traité. Comprenez que ça se traite en thérapie. La médiation, ça peut faire quelque chose. On ne travaille pas sur le schéma abandon, on travaille sur l'amélioration des liens. Mais il y a toujours quelque chose de je veux garder ce lien néfaste, mais je ne veux pas perdre ce partenaire, même si c'est mon ex. Je ne veux pas le perdre. Donc tant qu'il y a cette peur de perdre le lien, même s'il est toxique et j'arrête pas de m'en plaindre, je continue à tourner dans la boucle quand même. Mais quand ça se passe bien, on peut garder le lien. Quand ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Oui, là, quand ça se passe bien, il n'y a pas de souci, non, on peut bien garder. Chez ma abandon, c'est pas du tout le problème. C'est je vais être quittée et je peux pas être quittée. Soit je m'accroche, soit je suis évitant. Donc là, on est pas de problème. On peut rester amis. Je parle pas de ces cas-là, moi. Donc quelqu'un qui veut absolument rester ami avec son ex, ça peut être un schéma d'abandon. Et s'il ne peut pas être ami, il va s'engueuler avec. Ça peut, après, on peut rester en amitié quand il n'y a pas de problème et que ça se passe bien. On peut rester amis. Ça dépend des relations. Mais l'amitié, c'est pas, on ne se met pas sur la tête toutes les 5 minutes, si tu veux. Tu vois. Normalement, on est amis. On est dans un lien assez détaché. On est amis, on n'est pas obligé de se voir tout le temps, on n'est pas obligé de se parler tout le temps. On se donne quelques infos comme ça. On passe pas toutes les... Voilà, on peut se voir de temps en temps, mais pas plus que ça. Alors voilà, on est amis, on n'est pas impacté. Il n'y a pas de stress, en fait. On n'est pas impacté par l'autre. On n'y pense pas toute la journée, ni toute la nuit. Ça n'a rien à voir. Si tu te traînes le schéma abandon avec ton ex, tu vas commencer à cogiter dessus, à stresser dessus, et pourquoi, et Paty, tu vas appeler la copine, et pourquoi il n'a pas fait ça, et pourquoi il aurait dû, il a dit, et j'ai répondu ça, et j'aurais pas dû répondre ça, et c'est parti en cacahuète. Donc en fait, tous ces films imaginaires sur le lien vous permettent de rester en lien quand même. Personne ne vous force à rester en lien. D'être tout à fait capable de dire, bon, j'arrête de mettre de l'énergie dans ce lien, je mets mon énergie ailleurs. J'ai autre chose à faire de ma vie. Mais vous mettez de l'énergie au service du lien. Ouais. Et si... Alors, si tu veux parler, tu peux prendre le micro. Déjà, je répondrai après. Oui, j'avais une question. Et si, donc, on termine le lien en couple et on veut plus entretenir ce lien et qu'on veut juste ne plus entendre parler de l'ex, est-ce que c'est un schéma d'abandon ou... C'est une manière de mettre tes limites, je pense. C'est une manière de te protéger. Ça peut être simple pour toi. Pourquoi pas ça peut quand même correspondre à une blessure d'abandon. C'est en train de te soigner, je pense. Quand tu commences à décider de... C'est une manière de te protéger. Si la relation avec cet ex te pourrit la vie, si ça ne te pourrit pas la vie, tu peux rester en amitié. Mais si cet ex t'envahit trop et que tu n'arrives pas à le quitter, à un moment donné, je dis souvent... si c'est trop douloureux pour vous de passer à autre chose, de faire un deuil, c'est bien de ne pas être stimulé, de ne pas l'avoir toujours dans le champ. Parce que s'il est toujours devant toi, qu'il passe devant ton nez, que tu l'as au téléphone toutes les 5 minutes pour un oui, pour un non, comment tu vas faire un deuil là? Donc il y a une période, peut-être après tu seras mis, il y a une période, c'est bien de te mettre de quitter ce lien vraiment, de t'aider pour quitter le lien, t'aider toi-même pour quitter ce lien. C'est une manière de te protéger, de ne pas en entendre parler toutes les 5 minutes, pour te construire tes bases de sécurité en toi. Tu n'as pas besoin de ce lien, si ce n'est organisationnellement, si vous avez des enfants.
Et c'est de l'organisation qui fait quoi, qui prend les enfants, prend comment, je te délègue les enfants, une fois que c'est délégué, c'est délégué. Tu ne vas pas t'immiscer, qu'est-ce qu'il fait quand il a les enfants, c'est délégué. Mais c'est tout, c'est de l'organisation. Donc il n'y a pas besoin d'émotionnalité, si tu veux. Donc si tu te protèges en disant, moi, c'est bon, pendant ce temps-là, moi, je mets de l'énergie ailleurs, Oui. c'est que tu es en train de guérir de ce schéma abandon. D'accord. Parce que tu peux faire sans ce lien. Moi, je te parlais de gens qui n'arrivent pas à faire sans. C'est-à-dire, ils sont toujours en train de mettre de l'énergie, vas-y, ils se tapent dessus, mais vas-y, mais ils ne lâchent pas, en fait. Parce que je me demandais si c'était pas plutôt un autre schéma, du coup, rejet ou autre chose. De quoi? Si, par exemple, une fois que la relation est terminée, moi je coupe. Est-ce que c'est un Ah, tu schéma... coupes à chaque fois? Oui. Je coupe. Pourquoi Et tu coupes? puis, parce que je supporte pas Mais tu supportes pas quoi? de l'autre. Si c'est fini, c'est fini. Oui, mais peut-être que... alors après, qu'est-ce qui t'insupporte sur l'autre? C'est comme s'il t'insupporte. Oui, Tu vois, c'est ça. mais s'il t'insupporte, c'est qu'il s'est passé des choses avant qu'il t'insupporte. C'est curieux aussi que l'autre t'insupporte. Normalement, quand tu choisis quelqu'un, il n'est pas censé t'insupporter. Ou alors tu laisses passer des... Voilà, il y a quelque chose de passif là-dedans, à mon avis. Tu vois, pourquoi d'un coup il t'insupporte? T'as pas vu venir ou alors Si, progressivement, Eh ben, j'ai essayé d'arranger les choses. Oui, Ça mais ne fonctionne pas. Ouais. Du coup, terminé. Et puis, Oui, mais voilà, j'arrange. plus Donc de- passif-agressif. Voilà, bon, t'as compris. J'essaye de faire des concessions et je m'arrange et je l'arrange et je nous arrange pour pas quitter le lien. Et après, il t'insupporte. Mais j'ai stocké plein de trucs et après, bye bye, j'en peux plus. Parce que C'est tu as ça, stocké. oui. Oui, peut-être. Et ben oui. voilà, donc c'est l'accumulation du trop. Mais c'est important, ça c'est un autre travail, c'est pas le schéma abandon. Ah, C'est ouais, c'est ce que je plus me quelqu'un suis qui. dit. Mais ça peut être aussi le schéma abandon, c'est-à-dire par peur de perdre le lien, d'être quitté ou de le quitter, de perdre ce partenaire ou ce lien. Je ne mets pas mes limites, je ne dis pas clairement que ça va pas, mais pas à la fin. Au bout de 3 semaines, au bout de 15 jours, au fur et à mesure. Progressivement, oui. Pas ça- au fur et à mesure, à chaque fois Ouais. qu'il y a un bug. Pas je m'arrange, je l'arrange, je nous arrange, et puis au bout d'un moment, il m'insupporte et ciao, bye bye. La Ouais, coupe c'est est pleine. ça. Oui, mais c'est parce qu'il y a du passif agressif, et ça peut être le schéma abandon qui traîne. Ça Je peut vous ai être dit, ça. le schéma abandon, c'est je fais beaucoup d'efforts pour l'autre. Hein. Oui, d'accord. Ou je veux être un modèle parfait pour l'autre. Oui. Est-ce que dans le cas d'une séparation, donc, où le lien est maintenu comme ça dans la violence, hein, dans le cas d'un schéma d'abandon, est-ce que les deux sont concernés par le schéma d'abandon ou pas? Ou pas nécessairement? Souvent, oui, c'est la Souvent, c'est les deux? codépendance. Oui, ça peut, ouais. Si Oui, le oui. lien se maintient comme Bah, ça, pourquoi en mode... Oui, parce que quand il y en a un qui est un peu moins névrosé, il dit bon bah t'es gentil, mais moi je réponds pas, puis c'est tout. Il répond plus au téléphone. Ouais. Mais ça passe par l'écrit, puis ça c'est terminé, ça se calme tout de suite. Donc oui, les deux, ils ont un intérêt certain pour mettre de l'énergie entre eux. Et ça veut nécessairement dire que les deux sont sur ce même schéma abandon ou... Ils peuvent, non mais le schéma C'est- abandon, c'est un schéma parmi 16. Voilà. Donc il y en a d'autres derrière. On n'a C'est pas qu'il y a qu'un deux schéma. schémas qui interagissent, mais c'est pas nécessairement abandon. Non, il peut y en C'était ça avoir ma question. plusieurs. Après, moi, je fais une conférence sur le schéma abandon, mais après, je ferai méfiance abus, après, je ferai manque affectif, après, bon, j'essaierai de les développer plus ou moins les uns derrière les autres. Mais oui, il peut y en avoir d'autres derrière. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très malsain à entretenir un lien, après des séparations toxiques surtout, qui vous mettent pas, c'est pas ressourçant. Soit ça te fait du bien de le voir et tu sors de là, tu vas bien, tu as la banane. Soit ça te prend la tête et t'en parles aux autres et tati et tata, il m'a fait ça, il m'a dit ça. Pourquoi tu mets l'énergie dedans? De nouveau, pose-toi la question. Donc c'est pas volontaire, c'est toujours inconscient, c'est toujours des mécaniques du passé, des histoires du passé qui se rejouent. Toujours. Enfin, c'est pas un truc qui débarque à l'âge adulte. Ah non. Alors. Parce que si un des deux arrête d'entretenir, le lien s'arrête. Ouais, si un des deux arrête, oui, bah, carrément. Ouais. Bah, l'autre, il va pas continuer longtemps, il va continuer 5 minutes, 10 minutes, puis après, il s'arrête. Hein. C'est quand même tout de suite. Ah bah non, mais c'est sûr. Hein. C'est pour ça que même les histoires de pervers narcissiques, à un moment donné, quand l'autre donne, il sort de l'histoire, il sort définitivement, puis c'est fini, il donne pas prise.
Donc quelqu'un qui te harcèle, il te harcèle, mais si tu réponds jamais, il va finir par s'arrêter, de prendre quelqu'un d'autre. Hein. En fait, les divorces qui sont à peu près réussis, c'est des gens à peu près équilibrés, enfin, en tout cas qui souffrent pas de carences importantes. Oui. Oui, mais enfin bon, on est tous plus ou moins névrosés, donc on ne peut pas s'en vouloir. Mettez de la bienveillance et de la compassion. Si vous vous reconnaissez dans des histoires invraisemblables, c'est que vous ne pouviez pas faire mieux. Sinon, d'abord, vous ne serez pas là, vous m'écoutez, et d'une part. Et puis voilà, puis on est sur un chemin, hein. On grandit, on évolue, on fait de son mieux, on fait ce qu'on peut avec nos histoires du passé quand même. Donc voilà, c'est humain en tout cas. Bon, puis on apprend en expérimentant surtout. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, je disais... Je lisais un post, vous savez, dans l'évitement, là. Moi, maintenant, je vais faire seule, j'ai tellement souffert, plus jamais. Je lisais cet après-midi, je tombe sur un post comme ça sur Facebook. Aucune femme n'a envie de recommencer à zéro avec un nouveau mec. Parler de ses secrets, donner son corps, tomber amoureuse à nouveau, c'est bien trop à endurer. Ça, c'est pile poil le schéma abandon en mode évitement. Plus jamais. C'est trop dur. Je ferme mon cœur à jamais. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est surtout pas. Parce que là, vous donnez corps au schéma abandon en vous privant de relations pour le futur. Bah oui. En quoi une relation est dangereuse ? En quoi c'est fini pour vous? En quoi vous allez endurer? En quoi tous les hommes sont catastrophiques? En quoi? Non. Une personne peut passer de l'un à l'autre Alors, est-ce qu'une personne peut passer de l'un à l'autre, quoi, l'un quoi passer de l'évitement au collage, revenir à l'évitement, revenir au collage, etc. Tout à fait, tu peux passer, ça arrive très fréquemment même. Et oui, parce que, par exemple, tu as été en mode soumission pendant 10 ans, je sais pas, 3 ans, 4 ans. Tu sors de là, tu te dis, moi, plus jamais. Moi, justement, voilà, j'ai tellement souffert. Plus jamais je vais recommencer à zéro. En plus, pour recommencer, faut recommencer tout à zéro. Jamais, là, c'est compliqué. Et puis tomber amoureux, c'est nul. Les histoires d'amour finissent mal. Et puis, voilà. Donc oui, quand tu es passé en soumission, tu passes souvent en mode évitement. Ça, c'est la suite classique. Et après, tu peux revenir en soumission pour la prochaine relation ou pas. Et puis en contre-attaque, en étant jaloux ou en te disant, si tu n'as pas travaillé sur ta valeur, tu repars sur oui, mais je ne mérite pas. Dans la même relation, c'est-à-dire avec la même personne? Non, ou avec une autre, ou avec la même personne. Soit avec la même personne quand ce n'est pas traité, soit avec la prochaine. Tant que ce n'est pas traité, tu as toujours ces croyances ces pensées automatiques, elles ne sont pas traitées. Je pense que l'autre n'est pas fiable et instable, ou me quittera tôt ou tard, il est extraordinaire, il va me quitter ou elle va me quitter, ou j'ai pas assez de valeur, je ne mérite pas d'être aimée, je ne suis pas assez digne d'être aimée comme je suis. Tu as les deux en même temps en général, ces deux causes. Et ces deux pensées automatiques, à la fois sur moi et sur l'autre, il va falloir les travailler, hein, parce que sinon, au corps, c'est-à-dire que tant que vous ne doutez pas de ces croyances, ça devient des vérités pour vous, vous êtes sûr que c'est vrai. Quand tu dis traiter, ça veut dire quoi, traiter? C'est moi qui m'en occupe, je vais voir un thérapeute, oui, c'est vrai, je lis des question. bouquins. Alors, vous pouvez écouter mes confs, lire des bouquins et d'autres confs sur l'abandon, sur les trucs comme ça. C'est quand même plus un travail d'accompagnement. Quel est l'intérêt de la thérapie ou de l'accompagnement? Là, je vais donner un accompagnement sur le vide affectif, hein, qui est très en lien. C'est parce que le thérapeute offre un contenant, un espace de réparation, qui est souvent une présence. On est dans la bienveillance, le non-jugement en général, et moi ou d'autres, hein, et on offre un transfert bonne mère, bon père. Voilà. Donc, le patient qui a vécu des traumatismes d'abandon, qui n'est pas senti assez écouté, considéré, protégé, non jugé, qui n'a pas eu quelqu'un d'assez bienveillant pour lui, ben là, il trouve cet espace. Et dans cet espace qu'offrent les thérapeutes, ben du coup, il peut s'autoriser à dire « Ah ouais, tiens, j'ai réussi à changer un truc, je suis content, je peux même essayer de dire d'être plus authentique. » Tu vois, souvent, ils ne sont pas authentiques, je fais des efforts pour l'autre. Donc on le voit, moi je le vois, il y a des patients qui arrivent
dans des débuts de séance qui veulent vraiment bien faire, qui veulent être des patients modèles. Ils me disent qu'ils vont tout faire, ils vont faire tous les devoirs à la maison, mais en fait ils font rien, tu vois, parce qu'ils veulent me plaire. Donc, patients modèles, enfin des trucs comme ça. Mais ils font pareil dans la relation. Puis à un moment donné, ils osent beaucoup plus être eux-mêmes, se dévoiler, arrêter d'avoir honte, d'être comme ci, pas comme ça. Enfin, voilà. Donc ça, en travail de thérapie, on voit les patients changer aussi. Mais parce que, à force de sentir qu'il y a quelqu'un, une écoute qui les considère et qui est bienveillante, ils vont s'autoriser à se dévoiler, à être davantage eux-mêmes, à oser parler de leur honte, leurs secrets cachés, enfin qui sont pas honteux, mais pour eux c'est honteux. Et voilà. Et donc, ça aide quand même, si tu veux, d'offrir cet espace que tu as aussi dans les groupes, aussi dans les travails de groupe, c'est pas mal aussi, parce que chacun dira, mais moi j'ai ça, et toi aussi, et moi aussi, et je suis pas seule au monde, et voilà. Donc ça peut être aussi des soutiens pour voir aussi comment l'autre change et comment moi je peux changer. Si l'autre y arrive, moi aussi, il n'y a pas de raison. Il faut aussi s'aider dans les groupes comme ça. Ça a aussi l'intérêt. Alors, je vais dire maintenant comment en sortir. Donc, vous avez compris que pour ce schéma abandon, il y a je recherche la sécurité chez l'autre ou à travers la relation. Et donc là, évidemment, la direction, ça va être de trouver les ressources pour trouver de la sécurité en soi, parce que le conjoint ou le compagnon n'est pas là pour nous protéger du danger, qui est souvent un danger interprétatif. Il n'y a souvent pas un grand danger à ne pas sentir la présence de l'autre, en fait. On n'a pas tant besoin que quelqu'un soit attentionné à nous toutes les 5 minutes, nous prenne dans les bras, nous regarde, nous dise qu'on est belle, intelligente et importante. C'est pas vrai. On n'a pas tant besoin d'être dans de câlins. Ça, c'est des résidus d'enfant. C'est l'enfant moi, en vous, qui est au rendez-vous et qui dit « Ah, mais si j'ai pas assez de câlins et qui me prend pas assez dans les bras, alors je manque, comment je vais faire et comment je vais faire ?» Mais en fait, c'est plus des idées qu'une réalité. Quand vous regardez bien. À l'âge adulte, j'entends, évidemment pas comme... Parce que quand vous étiez enfant, c'est vrai, ça vous a peut-être manqué, tous ces câlins, tous ces regards de gentillesse, de bienveillance, d'attention. Mais à l'âge adulte, je pense que si vous faites des choses hyper sympas, enfin si vous répondez à vos envies, à vos besoins, et vous faites des trucs super sympas dans votre vie, il n'y a aucune raison que vous ayez besoin de passer la moitié de la journée dans les bras de l'autre, si tu veux, tu vois. C'est que vraiment, c'est un truc d'enfant, ça, qui reste. C'est l'enfant en vous qui prend le pouvoir et qui s'exprime. Qui dit « Oh, je manque... il m'a pas assez pris dans les bras, t'as vu, comment je fais ?» Et bon, comment je fais? C'est pas si grave en fait. Mais ça a l'air d'être dramatique, en tout cas pour vous. Pour l'enfant, vous. Donc je ne suis pas en danger, mais j'interprète qu'il y a du danger, que je suis pas assez en sécurité, il m'a pas assez pris dans les bras dès qu'il est rentré le soir, ou il a dit ou elle a dit qu'elle allait partir demain pour aller bosser. Elle va prendre l'avion, comment je vais faire? Elle va me quitter pendant 3 jours, oh là là, panique à bord. Il n'y a pas de danger. Donc, la question que vous pouvez vous poser pour communiquer avec cet enfant moi, c'est est-ce que j'interprète qu'il y a du danger? Est-ce que je dramatise? Pas souvent, on dramatise. Donc, il y a des biais de pensée catastrophe. Si elle prend l'avion pendant demain, j'en ai eu des patients comme ça, il va partir le lendemain matin à 7 h. Oh, comment je vais faire? Il part pendant 3 jours consécutifs, mais je suis en panique. Comment je vais faire? C'est des biais de pensée catastrophes. On est vraiment dans les problématiques de la séparation du tout petit. Donc, je dois apprendre à me rassurer. Non, c'est pas bien grave. Je vais faire le nécessaire pour vivre quelque chose de chouette pendant que l'autre est absent. Me rassurer, ça ne va pas dire je suis pas en danger, l'autre est parti. Il est parti, je suis pas en danger. Non. Qu'est-ce que je vais faire de sympa pour moi ou qui répond à mon besoin, à mes envies, maintenant, tout à l'heure et dans la journée, pendant qu'il est parti 3 jours, je ne sais pas où. C'est comme ça qu'on travaille sur la sécurité. C'est pas en se disant je suis pas en danger, parce que le cerveau reptilien, il ne comprend pas le langage verbal. Donc vous n'allez pas dire je suis pas en danger. Si vous êtes en panique parce que l'autre est parti 3 jours, vous êtes en panique. C'est l'enfant intérieur qui est en panique, mais c'est des mémoires, c'est juste des mémoires traumatiques. Dites-vous bien, ça va passer. C'est une mémoire du passé.
Et tous les comportements de contre-attaque, de jalousie, d'espionnage, de reproche pour tester l'attachement ne fonctionnent pas. Donc ça aussi, c'est important de l'examiner. Donc quand je t'envoie ma colère dans le mode contre-attaque, je suis en colère, je te fais des reproches, c'est de ta faute, tu fais pas ce qu'il faut, tu t'occupes pas de moi, patin couffin. Au lieu de m'occuper de l'autre, je dois m'occuper de moi. Donc faites un retour. À chaque fois que vous faites ça, oui, mais t'as pas encore été, m'a pas pris dans les bras, t'as pas répondu, t'as vu tout ce que tu fais. Votre énergie, elle est placée là-bas, sur l'autre. Ça veut dire que vous n'êtes pas en train de vous occuper de vous à la hauteur de combien vous devriez vous occuper de vous. C'est ça le problème. Alors, quand vous travaillez en thérapie des schémas, voilà, c'est aussi un travail de thérapie, la thérapie des schémas, on va utiliser souvent les TCC, thérapie comportementale et cognitive. Donc, une des techniques, c'est de défusionner avec les pensées automatiques. Je suis trop ceci, je ne suis pas assez cela, pas à la hauteur. Alors, au lieu de me dire « je ne suis pas à la hauteur », vous pouvez vous dire « je pense que je ne suis pas à la hauteur ». Donc déjà, on est moins... Ou vous pouvez dire « la petite fille qui avait 10 ans, à l'époque, se trouve toujours pas assez à la hauteur ». Déjà, vous défusionnez avec la pensée. Ça va, c'est clair ce que je dis ou pas? Défusionner, ça veut dire, au lieu de dire « je ne suis pas là, je pense que je ne suis pas là », ou « la petite en moi pense qu'elle n'est pas à la hauteur ». Ça veut dire que vous commencez à douter de la pensée. En mettant de la conscience que c'est une pensée automatique, vous commencez à douter de la pensée plutôt que de croire toujours ceci est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et jusqu'à la fin de votre vie, vous allez croire que vous n'êtes jamais à la hauteur, que vous êtes invivable, que vous êtes moche, que vous êtes grosse, que vous êtes je ne sais pas quoi, non désirable, non ceci, vieille, jeune, enfin tout ce que vous voulez. Parce que, en fait, on se raconte toujours de n'importe quoi. Donc, de nouveau, quand vous êtes en mode contre-attaque et vous passez votre temps en mode j'espionne ses connexions, je fouille dans son téléphone, je regarde sur les réseaux, etc., posez-vous la question, est-ce que ça me fait perdre de l'argent, du temps? Quel est le coût au niveau de ma santé? Quel est le coût au niveau des relations sociales? Et sur l'image de moi, est-ce que ça me crée une image dégradée ou pas dégradée? Donc, ça, c'est un tableau qu'on fait, qu'on fait en thérapie comportementale et cognitive, qui est assez intéressant en 5 colonnes. Voilà. Est-ce que ce comportement que j'ai, qui est, là c'est l'exemple, je suis contrôlant, j'arrête pas d'être jaloux, quoi, en fait. Le temps que je mets dedans, voilà, combien de temps ça me fait perdre? Est-ce que ça me fait perdre de l'argent? Est-ce que ça me fait perdre de ma santé? Est-ce que ça me fait perdre des liens sociaux? Et quid sur mon image de moi? Donc, c'est des colonnes, on fait faire des colonnes, et on fait réfléchir les gens sur quelle perte ça a. Voilà. Mettre de l'énergie là-dessus, pendant que vous faites ça, ça vous fait perdre quoi? C'est pour que les gens relativisent. Ils se disent, ah oui, bah, quand j'ai le schéma abandon, et que je passe mon temps en mode reproche et jalousie, pendant ce temps-là, je ne fais pas autre chose. Ça me coûte cher, en fait. Donc, je ferais mieux de faire autre chose. Donc, c'est pour désamorcer un peu, pour prendre conscience que ce schéma est terrible et qu'il va falloir rapatrier de l'énergie autrement, faire différent. Voilà. On peut questionner aussi la personne en lui demandant quels sont tous tes comportements dont tu voudrais te débarrasser. Par exemple, je voudrais me débarrasser d'être jaloux, ou je voudrais me débarrasser de le contrôler, ou d'aller sur Facebook ou je sais pas quoi, voir son profil toutes les 5 minutes. Est-ce qu'il a d'autres copines? Ou je voudrais me débarrasser, je sais pas, enfin bon, tout ce que je veux me débarrasser qui me sert à rien et qui fait que ça m'obsède en fait. Alors, quand on travaille dans la thérapie émotionnelle, là je vous donne ce qu'on va faire en tant que thérapeute, hein, souvent on va faire revisiter les expériences originelles, les moments de mémoire traumatique d'abandon, là où l'enfant ne s'est pas senti assez protégé ou négligé, où il y a eu des séparations dures ou de la dévalorisation. Et donc on va visiter, mais ça on ne le fait jamais comme ça, on ne fait pas un travail comme ça, hop, on va dans le passé, coucou, c'est moi, parce que c'est pas gérable, hein, on ne fait pas un travail régressif comme ça,
de manière spontanée. C'est extrêmement délicat, parce que s'il y a eu vraiment des moments extrêmement douloureux, ça va être tellement douloureux que la personne va se dissocier. Donc c'est un travail très fin, très subtil, où on y va pas à pas avec la personne pour aller revisiter ces moments traumatiques du passé, pour qu'elle puisse prendre conscience de pourquoi on fait ça. C'est pas pour les emmerder, nos patients, aller repartir dans le passé, c'est pas du tout l'intérêt. C'est parce que quand je revisite ces moments et que je peux y accéder aux souvenirs douloureux, j'accède aussi à la tristesse, à la rage, à l'impuissance et à la colère contre ces parents-là, ou aux adultes, ou aux autres enfants qui m'ont fait chier. Et je peux faire le lien avec comment je me suis construit avec ça. Qu'est-ce que j'ai décidé? Pourquoi aujourd'hui, je pense tellement que j'ai pas de valeur? Je comprends pourquoi je pense ça. Parce que j'ai vécu ça. Donc en faisant ce travail régressif, on peut faire changer les souvenirs. Souvent c'est ce qu'on fait, hein, on fait un travail sur les souvenirs et on les fait modifier pour que l'adulte du patient, enfin le parent interne du patient discute avec l'enfant, dialogue avec l'enfant de l'époque, la petite fille ou le petit garçon, et lui disent: ah oui, c'est pas normal que tu aies subi ça, ça aurait pas dû se passer comme ça, voilà ce que tu avais besoin, tu aurais dû entendre ça, ça, ça. Donc on termine, on fait achever ces événements du passé par l'imagerie souvent, ou l'imaginaire. Enfin, il y a des techniques en thérapie qu'on utilise. Évidemment, c'est un travail de thérapie, ça ne peut pas se faire tellement de manière spontanée, parce qu'on y va vraiment à petits pas, parce que sinon la personne va se dissocier, il y a trop dans le souvenir. Elle va le mettre à distance, ou elle va en parler comme si c'est un robot. Donc c'est pas intéressant du tout. Et ça, c'est pas pour l'embêter, c'est juste pour qu'elle puisse, achever ce qui n'a pas été achevé dans le passé, archiver les événements du passé, et commencer à se rendre compte de comment elle s'est articulée. Et qu'elle a décidé d'attendre le prince charmant, par exemple. C'est souvent typique de la dépendance, hein, parce qu'il n'y avait pas assez ce dont elle avait besoin. On ne l'a pas considéré, écouté, machin, et donc je vais attendre le prince charmant qui va me sauver la vie. Ouais, vas-y. Et si la personne n'a aucun souvenir? Aucune importance. Parce que, non, ça n'a aucune importance. On travaille avec les faux souvenirs. Souvent, d'ailleurs, quand c'est dans l'archaïque, quand c'est naissance, 1 an, 2 ans, il n'y a pas de souvenir. Hein, donc, de toute façon, les gens, ils inventent souvent des souvenirs. Tu prenais l'exemple du jumeau perdu. Alors, des fois, ils inventent des trucs qui n'ont jamais existé. Mais ça n'a pas vraiment d'importance, en fait. Ce qui est important, c'est le vécu émotionnel, le lien que je fais avec ce que j'imagine qui s'est passé. Voilà. Moi, c'est rare quand ils n'ont pas de souvenirs. Quand ils n'ont vraiment pas de souvenirs, c'est qu'il y a beaucoup de dissociation. On peut présupposer qu'il y a beaucoup de dissociation, c'est-à-dire j'ai coupé pour avancer parce que je devais faire face et m'en sortir. Avancer, c'est le mot qu'ils utilisent, c'est pas le mot que moi j'utiliserais. Mais pour faire face, pour gérer, j'ai dû tout couper. Couper quoi? Tous les souvenirs, toute la douleur liée aux souvenirs, toute l'impuissance, tout l'émotionnel. Mais toutes les émotions. Et c'est pas j'ai coupé volontairement, ça s'est coupé en moi parce que c'était intolérable. Et donc la personne, elle va te dire, pour avancer, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait mi. J'ai surtout pas voulu me souvenir de tout ça. Moi, j'avance, je trace ma route. Voilà. En général, c'est des gens qui vont prendre sur eux et qui vont tracer. Mais en traçant, ils vont me refouler, en fait. Et en refoulant, ils vont avoir plein de croyances fausses, ce qu'on appelle les croyances rigides, des émotions qui traînent. Enfin, voilà. Tout est refoulé, donc tu es sur un volcan. J'ai un patient comme ça, hein, qui est à la retraite, hein, d'un coup qui bosse plus, alors qu'il bossait comme un fou pour avancer, pour pas sentir tout ce qui s'est passé dans son passé. Et là, il y a tout qui remonte, forcément, puisqu'il y a plus de temps. Donc, alors quand je te dis tout qui remonte, c'est c'est un drame total. Il y a tout qui remonte de tout le passé. C'est la boîte de Pandore. Et oui, il n'y a rien qui a été travaillé pendant la période active, donc forcément.
Et d'ailleurs, à ce sujet-là, qu'est-ce que tu conseilles que tout au long de notre vie, de temps Ah en oui, temps, oui, on fasse des petits retours Bah oui, oui. De toute façon, le travail de thérapie, sur je pense que c'est nos pas mal pour tout le histoires monde. compliquées. Après, il y en a qui le font pas, ça va très bien aussi. Hein. C'est pas tous obligés de faire un travail sur soi. Mais c'est sûr qu'on a tous des moments où on a été impuissant, où les adultes n'étaient pas à la hauteur. Voilà, donc de toute façon, on a tous des traces de notre passé. Hein. On a tous des conditionnements, on a tous des traits de personnalité qui sont parfois charmants, parfois pas charmants du tout. Le problème, c'est pas les traits de personnalité, c'est le niveau de souffrance. Le schéma abandon, tant que tu es là et que tu l'as. En général, quand c'est traité, tu n'as plus ce truc de sécurité à l'extérieur, tu n'as plus peur de perdre comme ça, tu ne te dévalorises pas. Donc c'est quand même pas mal de le travailler quand vous l'avez. C'est quand même mieux que d'être toujours en mode je crois qu'il va me quitter, je ne suis pas assez bien, bon, bref. Ou je prends que des personnes qui ne peuvent pas s'engager, c'est pas très cool. Donc oui, c'est quand même mieux de. Quand c'est souffrant, c'est quand même mieux de faire un travail sur soi. Quand c'est pas souffrant, c'est des traits de personnalité charmants, tu vois. Bon, ça te donne un peu un charme. Donc c'est toujours le niveau de souffrance qui fait foi. Mais quand tu es vraiment. Pour les gens qui sont. Là, je prenais l'exemple de ce patient qui était tellement traumatisé qu'il a tout coupé en disant j'avance, je trace, je bosse comme un dingue, je fais une famille, je ne veux rien sentir, je trace. Je deviens altruiste par ailleurs. Bah forcément, c'est complètement du déni, quoi. Bah, tout est coupé, quoi. Donc tu es sur un volcan. Voilà. Et en général, ça fait des somatisations. D'ailleurs, il est somatisé. Ouais. Alors oui, j'étais en train de dire comment, dans la thérapie émotionnelle, je disais un peu comment on travaille. On retravaille aussi sur le cognitif, c'est-à-dire sur les pensées. Quelles sont les pensées inadaptées du style mon conjoint arrive en retard, ça veut dire que, ça c'est la pensée automatique, s'il arrive en retard, c'est que je ne compte pas pour lui, c'est que peut-être il va m'abandonner bientôt, de toute façon il m'abandonnera. Donc ça c'est les pensées au moment de l'émotion, hein, c'est les pensées automatiques. Donc on va faire réécrire les pensées adaptées. Ah oui, mais il avait peut-être une bonne raison d'être en retard. Mes amis aussi parfois sont parfois en retard, ça ne veut pas dire qu'ils m'abandonnent. Voilà, donc on va essayer de réécrire, de faire un pas de côté pour passer d'une pensée, d'une émotion inadaptée à réécrire une pensée adaptée. Donc je ne passe pas aux conclusions tout de suite. Quand j'ai le schéma abandon, je conclus tout de suite très vite que bah, s'il est en retard, c'est que forcément je ne peux pas compter dessus, forcément je ne suis pas importante, forcément. Et aussi d'apprendre au niveau émotionnel, souvent à travers la com non violente ou l'affirmation de soi, à pouvoir exprimer ma colère et ma tristesse sans passer par l'explosion ou l'implosion. Parce que par exemple, il arrive en retard, je vais lui sauter dessus. Mais enfin, tu m'as encore oublié, tu aurais pu me dire que tu aurais pu m'informer, tu m'as encore pas informé. Bon, voilà, donc ça c'est l'explosion. Voilà. Donc on cherche à faire en sorte qu'ils évitent la dispute en communiquant de manière plus saine. Voilà. Et quand j'arrive à exprimer ma colère ou ma tristesse de manière plus saine, en étant plus authentique, si c'est plus réfléchi, bah souvent on voit le lien, enfin la personne qui est abandonnée, qu'elle voit le lien entre ce qui s'est passé dans l'enfance et ce qui se rejoue. C'est-à-dire qu'elle interprète moins les choses, d'accord ? Et donc elle voit que c'est une mémoire de l'enfant intérieur. Et donc elle sait que l'enfant intérieur ne sera jamais réparé par un autre que soi. Qu'elle a manqué d'amour, certes, ou il a manqué d'amour, certes, dans le passé, mais qu'en aucun cas, il y a une certitude qui apparaît chez l'adulte que personne ne viendra réparer cette béance. Parce que ce n'est pas le sujet ici. C'est moi qui vais me charger de moi. Par contre, l'adulte doit ouvrir son cœur, pas se dessécher en mode plus fini. Je dois ouvrir mon cœur aux autres, mais je n'ai pas besoin de réparer mon enfant intérieur en étant comblé par un autre, parce que je n'ai plus les mêmes besoins que quand j'étais enfant. Je n'ai pas autant besoin d'attention que quand j'étais enfant, je le dis et je le répète. Je n'ai pas besoin d'attendre d'un autre tout, quoi. Je n'ai pas besoin de tout donner à un autre parce que je n'ai pas besoin de tout attendre d'un autre. C'est complètement irréaliste. Par contre, garder le cœur ouvert, oui. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Quand on traite sur le schéma abandon, on traite ça. On dit, attendez, vous êtes un adulte aujourd'hui. Vous n'avez plus les mêmes besoins que quand vous étiez enfant. C'est fini.
Mais comme ça n'a pas été traité, l'adulte continue d'avoir exactement les mêmes besoins que l'enfant. Appelle le sauveur, demande réparation, demande beaucoup d'attention, veut s'approprier l'autre, est très jaloux, très possessif, croit toujours qu'il n'a pas assez de valeur, etc. etc. C'est fini. C'est dans le passé, c'est pas archivé, c'est tout. Et attention à la suradaptation, puisque dans ce schéma, vous avez vu que la personne fait beaucoup passer l'autre avant soi, les besoins de l'autre avant les siens. Donc on va lui apprendre c'est quoi mes besoins, c'est quoi les besoins de l'autre et c'est quoi mes besoins, et donc d'être en contact avec ses besoins. Au lieu de dire mais oui c'est pas grave, je peux le faire pour toi, ça te fait plaisir, je fais plaisir de te faire plaisir, parce que c'est pas grave, ça me fait du bien de te faire plaisir. Non, on va arrêter avec ça. Surtout quand la relation n'est pas à égalité, c'est-à-dire vous vous suradaptez alors que l'autre ne fait pas tant que ça pour vous, et que vous faites beaucoup pour l'autre, tout ça pour ne pas le perdre. Ou par exemple, vous continuez avec quelqu'un qui vous maltraite ou qui vous bat, mais comme c'est connu, vous ne savez pas que ça pourrait être mieux, donc vous continuez à vous maltraiter là-dedans. Parce que le mental a très peur de l'inconnu. L'inconnu fait peur. Hein. Il y a des gens qui ont des repères avec des choses désagréables, mais ils ne savent pas que ça peut être mieux. Donc ça aussi, c'est un travail qu'on fait. Enfin, on aide beaucoup nos patients en thérapie à leur faire prendre confiance sur l'inconnu. C'est une ouverture au changement. Et ça peut être franchement mieux que ce que vous avez toujours connu, même si vous avez l'impression que votre partenaire, c'est quand même le top, même s'il vous fait la misère. Enfin, si vous vivez la misère avec lui, c'est pas lui qui vous fait rien du tout d'ailleurs. Mais non, l'inconnu, ça peut être... c'est le changement. L'inconnu, on ne sait pas. Et tout peut arriver dans l'inconnu. Les options sont ouvertes. Voilà. Ce qu'il faut voir aussi quand vous avez ce schéma abandon, donc le déni de vos besoins, souvent c'est des personnes qui ne sont pas en contact avec leurs besoins et qui ne savent pas y répondre. Le faux espoir, j'ai l'espoir que, en me disant et en me racontant l'histoire, que je vis quelque chose de très beau avec ce partenaire, alors que ce n'est pas forcément vrai, que l'autre est là pour moi, et que donc en ce moment cette personne est là pour moi, donc je me sens en sécurité, et donc mes blessures de l'enfance sont parties et sont réglées. Non, pas du tout. C'est pas parce que vous passez un chouette moment avec un partenaire qui vous stabilise et vous aide et répare l'enfant moi en vous, que forcément vous avez tout réglé, vous n'avez rien réglé du tout, vous avez juste colmaté les brèches. Ça vous aide à vous stabiliser, mais c'est pas traité. Donc si pour un oui, pour un non, ce partenaire qui a l'air stable meurt, moi j'ai le cas d'une veuve qui d'un coup se retrouve veuve, aura passé 45 ans avec, elle n'a pas traité le schéma abandon, elle est complètement dépendante. Archi non autonome, par exemple, parce que ça n'a pas été traité. Donc, elle était juste stabilisée par quelqu'un qui l'a beaucoup valorisée et réparée. C'est tout. Mais il y avait plein de trucs qui n'allaient pas dans cette relation non plus. Donc, le faux espoir, c'est je crois que je trouve quelqu'un qui règle mes problèmes de quand j'étais petite et tout va bien dans ma... Non, pas du tout. Et non. Ou un autre faux espoir, j'attends le prince charmant, la femme idéale, la bonne personne. Voilà. Donc on peut avoir un prince ou une princesse de temps en temps, mais on ne s'y accroche pas, on ne s'attache pas, parce que la vie nous demande d'être autonome et à tout moment, la personne peut ne plus être là, tout simplement. Ou mourir, ou partir sur autre chose, ou désinvestir parce qu'elle a... je sais pas, un boulot qui l'intéresse plus, ou ce que je sais, moi, ou n'importe quoi. Donc, non, on ne s'accroche pas aux autres parce que la vie nous demande vraiment d'être autonome. C'est-à-dire être autonome, répondre à nos envies, à nos besoins, nous sécuriser, à pas tout attendre de l'autre ou de la relation. Donc, on va faire travailler ces personnes-là sur l'auto-apaisement. Comment elle va trouver des stratégies quand elle monte en stress à l'idée d'être quittée, ça ne va pas se faire en 2 minutes ce travail. Vous comprenez bien que vous n'allez pas passer de j'ai peur d'être quittée et j'ai pas de valeur à ah bah ça va, tout va bien, je suis tranquille et je suis zen. Non, pas du tout. C'est vraiment un petit pas.
Donc il faut apprendre à la personne à se calmer émotionnellement quand elle est en situation de détresse émotionnelle, qu'elle a peur d'être abandonnée et que voilà, il faut ramener du parent nourricier ou de l'adulte aux commandes pour parler avec l'enfant. Comme quoi, mais non, non, t'es pas en danger là, ça va, on va faire quelque chose de sympa, t'es pas en danger, il n'y a pas d'insécurité, c'est pas vrai. Même s'il part, tout va bien, tout ira bien. Hein. Donc il faut, par exemple, permettre à l'autre de trouver des ressources. Ces ressources, souvent les personnes qui ont schéma abandon, elles aiment bien la respiration, la méditation, des activités qui sont liées au bien-être. Voilà. Tout ça, ça va aider, un, à diminuer l'anxiété, et deux, à se faire confiance en disant « Ah, mais en faisant ça, ça m'aide, ça va un peu mieux. Je vois que je peux me passer de l'autre pour aller bien. La preuve, quand il est là, c'est pire. Ou quand il m'écrit pas, c'est pire. Ou quand c'est pire. Donc, je commence à me faire confiance dans mes appuis. Voilà, donc ça permet d'augmenter l'estime de soi, et on travaille aussi beaucoup avec ceux qui ont le schéma abandon sur la confiance en soi, puisqu'ils n'ont pas confiance en eux. Ils ne se trouvent jamais assez quelque chose. Voilà. Et donc, ils vont en augmentant la confiance en eux et en répondant à leurs besoins, ils vont se sentir plus complets en eux, moins incomplets. N'oubliez pas que le schéma abandon, c'est je vais me compléter à l'extérieur, puisque je ne suis pas complet. Parce que j'étais abandonnée petit. Et donc, je vais répéter ce truc-là. Voilà. Voilà, donc se donner une présence bienveillante à soi-même, ne pas s'en vouloir quand ça va pas assez vite, ça c'est aussi un conseil que je donne, plutôt que de dire j'ai mal au cœur, parce que ça peut être vraiment douloureux, hein. Les gens qui ont le schéma abandon, c'est vraiment dans le cœur, hein. C'est dans les tripes, c'est dans le cœur, c'est beaucoup dans le cœur. Il y en a qui peuvent se faire des infarctus avec ça, hein. J'ai mal au cœur, j'ai de la douleur dans le corps. Donc, scanner le corps, ça va être important, être bienveillant avec soi. C'est comme si vous pouvez vous prendre dans les bras aussi. Imaginez une mère bienveillante et protectrice. Quand vous êtes en détresse comme ça, émotionnelle ou sensorielle, bah, vous pouvez soit quelqu'un vous prend dans les bras, mais s'il n'y a personne, apprendre à vous prendre dans les bras, hein, par l'imaginaire. De pas vous. L'idée, c'est je ne me quitte pas. Si l'autre me quitte, moi, je ne me quitte pas. Si l'autre m'abandonne, moi, je ne m'abandonne pas. Et ça va être ça l'idée. Hein. Être là à chaque instant pour vous-même. Hein. À chaque instant dans la vie. Je suis là pour moi. Par exemple, au lieu de me dire je ne range la maison que quand il y a un invité, ou quand il vient, ou elle vient. Non, je range la maison parce que c'est joli et c'est bien pour moi, c'est esthétique. Ou je m'achète des fleurs, pas parce qu'il y a un invité, non, parce que c'est pour moi. Ou je me fais à manger, j'achète des trucs, ou je fais des bons trucs, pas parce qu'il y a quelqu'un qui vient, mais parce que c'est pour moi, etc. À chaque instant, je m'offre de la présence dans l'instant. Je ne fais pas tout pour l'autre parce que l'autre va me combler. Je me donne de l'importance. Je me donne de l'importance en étant présente à moi. Dans les petits gestes du quotidien, je m'honore. Où je sens que je peux être là pour moi, voilà. J'arrête l'histoire que c'est l'autre qui va réparer tout ce que j'ai pas eu petit, qui va me donner tout ce que j'ai pas eu. Donc ça, c'est vraiment... Sinon, je vais sans arrêt... Si j'estime que c'est mieux avec l'autre, je règle pas. Je vais toujours rester accrochée, mais l'autre c'est mieux, et sinon je suis dans le vide, et sinon je vais être quittée. Et si je suis quittée, je suis abandonnée. Et si je suis abandonnée, c'est fini. Oh là là, je ne suis pas quelqu'un de bien, et je vis rien, et ma vie est fade, et ma vie est nulle. Non, non, il ne faut pas que votre vie soit nulle sans l'autre, sans un autre que vous. Vous devez apprendre à être complet par vous-même. Mais on ne sera jamais complètement complet, mais être satisfait d'être incomplet en vous complétant le plus possible sans passer par un autre que vous. J'espère que c'est assez clair ce que je raconte. Enfin, moi, je me comprends, mais j'espère que vous comprenez ça. Oui. Parce qu'on ne peut pas être complètement complet par soi-même, c'est débile. On ne peut pas être totalement complet, mais d'accepter cette incomplétude humaine, mais sans chercher à ce que l'autre, il y a quelqu'un qui va me compléter toutes les 5 minutes. Donc vous allez récupérer votre puissance et rester le cœur ouvert, quoi qu'il arrive. Sinon, si vous fermez votre cœur en disant « moi je suis vulnérable, j'ai peur d'être quitté, donc maintenant plus jamais », bah de nouveau, vous n'êtes pas en contact avec votre puissance et vous restez un zombie, quoi. Vous êtes seul, vous triomphez dans la solitude, mais vous êtes un zombie, il n'y a pas de relation possible. Ça n'a aucun intérêt. Vous pouvez le faire, hein.
C'est pour ça que je dis jamais restez dans la solitude, soyez autosuffisant, complétez-vous tout seul. Jamais je tiens jamais des propos comme ça, moi. Je trouve ça hyper malsain, en fait. C'est pas une bonne idée. Je dis restez le cœur ouvert. Vous n'avez pas besoin de forcer le destin à chasser toutes les 5 minutes parce que vous êtes seul. Mais restez ouvert. Pourquoi pas? Alors, il peut se passer quelque chose là, ce soir, demain, après-demain. Vous ne savez rien. Et puis, autre question aussi que vous pouvez vous poser quand vous avez le schéma abandon, de voir le bénéfice que vous avez à rester là-dedans, à garder le schéma. Et la question, c'est à votre avis, si vous n'avez plus ce schéma abandon qui consiste à croire que tôt ou tard vous serez quitté, que les gens ne peuvent pas s'engager avec vous, que vous ne méritez pas l'amour, quel est le risque d'arrêter de croire à ça? Et quand vous cogitez, en général, ça donne souvent « Ah, mais si je ne me méfie pas, je risque de vraiment souffrir. Je risque de penser que je vais me faire passer, je vais être égoïste parce que je vais me faire passer avant l'autre. Je ne vais pas faire des efforts pour l'autre. Et si je ne fais pas d'efforts pour l'autre, je risque de le perdre. Donc de tout perdre. Alors que j'aime tellement cette personne. Parce qu'il y a aussi d'arrêter de faire des efforts pour l'autre. Hein. Toutes les 5 minutes. Je fais des efforts que si ça me fait plaisir aussi. Donc il y a aussi cette croyance qui est le bénéfice à arrêter de faire ce schéma, d'avoir ce schéma-là, c'est de me sentir soit égoïste, soit ce que je viens de dire, c'est-à-dire si je fais plus d'efforts, si je fais plus de compromis, alors à ce moment-là, je ne vais pas l'intéresser. Et je ne vais pas le garder, il va préférer celle qui est mieux que moi. Et bon, ça, c'est les bénéfices. C'est malsain comme truc, mais c'est tordu, mais voilà. Donc, on est toujours dans le schéma. Voilà, donc posez-vous la question. Si vous mettez le schéma abandon quelques secondes à distance, ça serait comment? Et comment vous pourriez faire pour mettre ce schéma à distance, même si ce n'est 1 ou 2 minutes? Alors, je vous relate le cas d'un de mes patients de cette semaine qui avait vraiment le schéma abandon. On a travaillé là-dessus et je trouvais ça pas mal de vous le dire parce que dans ces associations d'idées, bon, il était en train de faire un deuil, il s'était marié, c'est un homosexuel, il s'est marié pendant 15 ans avec un homme, il s'aimait, enfin c'était voilà, amour romantique, soutien, beaucoup de soutien. Il donnait beaucoup de sa personne pour le soutenir. Je crois qu'il l'avait fait devenir une star de la mode, d'ailleurs, son compagnon. Ils étaient tous les deux dans la mode. Et donc, tragiquement, à un moment donné, l'autre est passé à l'acte. C'est-à-dire il a rompu sans trop prévenir, sans trop dire pourquoi. Et lui, il n'a pas compris. Du jour au lendemain, il l'a lâché, un peu comme passif-agressif, comme ça. Un coup, paf, au revoir. Bon. Donc, il n'a pas compris. Et donc, il fait un deuil très douloureux. Et quand je lui ai dit, parce que j'ai quand même pressenti qu'il y avait le schéma abandon derrière. Et sur les associations d'idées, quand j'ai dit, écoute, laisse venir tout ce qui vient sur le mot abandon, il a dit, vous allez vous y retrouver, ceux qui ont le schéma abandon, c'est je me sens lâchée, je me retrouve seule. Et c'est pas terrible hein, d'être seule, enfin seule, et ça n'a pas l'air joyeux en fait. Je ne mérite pas d'être traitée ainsi. Je tombe de haut, je suis un naufragé, j'ai toutes les photos, j'ai toutes les images de lui dans ma tête, et les faux espoirs. On aurait pu, et si, on aurait dû, je ne comprends pas, ça aurait pu se passer mieux que ça, j'ai du mal à lâcher. Ça, c'est vraiment le schéma abandon. Vous voyez comment ça tourne. Donc le deuil ne peut pas se faire à l'endroit où il y a les faux espoirs. Ça pourrait se passer différemment, ça aurait pu se passer autrement. On n'est pas en contact avec la réalité. La preuve, ça ne se passe pas autrement. En plus, ils se sont réécrits là dernièrement, enfin lui, il l'a réécrit pour voir s'il y avait moyen de dialoguer. L'autre, il est froid comme un gardon. Donc l'autre, il a fait stop quoi. Lui, il n'arrive pas à passer à autre chose. Ce schéma abandon, c'est j'ai peur d'être seule et je ne veux pas perdre ce lien, je ne veux pas lâcher ce lien. Donc je suis prêt à me mettre sous les carpettes, hein, pour revenir dans ce lien. Non. Et donc, il y a vraiment ce truc du naufragé dans l'abandonique. Hein, il y a vraiment, seule sans ce partenaire, ma vie est vraiment fadasse, inintéressante. J'ai tout misé sur ce compagnon.
Ou alors, j'ai un autre de mes patients qui était du jour, là, c'était ce matin, qui me disait, je me suis mis sur un site de rencontre, là, et j'ai vu sa photo, elle me plaît trop, et je ne le connais pas, il habite, je ne sais plus, il habite à Nice ou je ne sais pas quoi, pas loin de chez moi. Et il me dit qu'il va venir passer 3 jours avec moi. Et au bout de 3 jours, si ça se passe bien, il me propose qu'on vive ensemble, qu'on fasse tout ensemble, qu'on se voit tout le temps, que je ne sais pas quoi. Enfin bon, un truc. Bonjour. Et il me dit, je vois bien que c'est pas raisonnable, qu'il a un problème. Ben oui, ça pourrait avoir un problème. Ça s'appelle l'avidité du lien, ça. Ça, c'est pas un abandonnique. C'est... alors, je veux tout de suite me caser. Donc c'est louche, effectivement. Donc il voit bien que c'est louche. Mais il me dit, mais j'ai pas pu m'empêcher d'être à fond parce que en imaginant que ça pourrait le faire avec lui ou avec elle, je suis déjà en contact avec l'idée d'être comblée par cette belle future histoire. Donc c'est vraiment... Il a beau savoir que c'est louche comme tout, ce truc, que l'autre, il est complètement chelou, c'est pas grave. Il est vraiment... Ça, c'est le schéma abandon. Je suis à fond tout de suite. Je suis déjà amoureux d'une chimère. Alors, je ne suis même pas partie dans l'histoire. À l'idée d'être comblée. Donc, c'est ce rêve d'idéal romantique. Un jour, je vais trouver la bonne personne. On est bien dans le faux espoir du sauveur. Qui va réparer mon enfance? Évidemment, dans son histoire à lui, le père était complètement absent, complètement destroy. Voilà. La mère était fusionnelle et angoissée. Et le père était complètement... et le beau-père, alors maltraitant. Donc, il n'y avait que des figures masculines abandonniques. Et du coup, voilà, lui, il rêve, c'est aussi un homosexuel qui rêve aussi de retrouver la belle histoire d'amour. Donc, le réparateur, le sauveur. Et il me dit, je vois bien que ça n'a pas lieu d'être, mais je suis tellement enthousiaste, touchée à l'idée, affectée à fond, rien qu'à l'idée que ça puisse le faire. Donc voilà, schéma abandon, à fond les manettes. Pas fini d'être. J'ai tué en chemin, ça fait quand même 3 ans que je l'ai. Hein. Donc tué en chemin, ça va mieux, mais c'est pas fini. C'est pas stabilisé l'autonomie. Oui, tu n'as pas tort. Donc ça peut être long. Ça, c'est pour vous donner des exemples comme quoi c'est long, c'est un long travail. Parce qu'il va quand même beaucoup mieux. Il a beaucoup de ressources, il est beaucoup plus autonome. Il tombe moins comme ça en désuétude, en agrippement, en dépendance. Il sait beaucoup mieux gérer sa solitude. Mais c'est pas réglé. On voit ici que c'est pas réglé. C'est un chemin qui prend du temps. Et c'est OK. C'est juste de voir comment... ici, ce faux espoir est toujours là et ne lui permet pas d'avancer. Parce que si il tombe sous le joug de ce faux espoir, de cet idéal du prince charmant, il se retrouve à la case départ. Je vais me soumettre, m'agripper, croire à n'importe quoi, faire n'importe quoi pour lui. Voilà. Ce qui va être malsain. Il ne va rien régler. OK. Est-ce que vous avez des témoignages, des questions, des commentaires? Vas-y. Est-ce que l'abandonnique souffre davantage d'illusions que de faits réels, d'après la conférence que tu viens de faire? Oui, il interprète beaucoup la réalité. Il est très peu en contact avec la réalité. Beaucoup d'imaginaire. Oui, beaucoup d'imaginaire. C'est même souvent que des imaginaires. À l'idée de perdre, ou l'imaginaire de j'ai pas de valeur, c'est un imaginaire, c'est pas la réalité du tout. Hein. L'illusion que je ne suis pas adaptée, que je ne suis pas ceci, que je n'ai pas ce que c'est je complètement devrais avoir, faux. C'est la croyance de l'enfant qui s'est dit ça petit. Je ne suis pas assez bien pour mes parents, je ne mérite pas d'être aimé. C'est pas du tout vrai en fait. C'est pas la réalité qui le fait souffrir, l'abandonnique. C'est vraiment les illusions perdues. Le problème, c'est que la réalité, c'est complètement... Quand on a des schémas comme ça qu'on traîne avec des engrammes et des croyances automatiques, c'est pas du tout la réalité. C'est des croyances, c'est une pensée, c'est pas vrai. C'est quoi la réalité? C'est des faits. Donc, je dis souvent, tiens-toi-en aux faits. Mais non, c'est de l'interprétation, c'est que de l'interprétation.
Mais quand on a des croyances, on interprète la réalité. On ne peut pas s'en empêcher, mais on interprète tous la réalité de toute façon. On fait que ça. Mais c'est important de voir quand ces pensées automatiques sont là, qui sont des croyances rigides, elles sont fausses. Et en général, on ne croit pas qu'elles sont fausses, on ne le voit pas. À quel moment voir que c'est une illusion, que ce n'est qu'une illusion et pas la réalité? Quand on en a marre de souffrir, quand on identifie ces types de pensées. Par exemple, je suis moche, je suis inintéressant, c'est sûr, c'est vrai, je ne suis pas désirable. Ou l'autre est forcément quelqu'un qui va me quitter, ou l'autre est forcément instable, il va partir pour une autre. Si ça se trouve, c'est complètement exagéré, il ne va jamais partir pour une autre, c'est moi qui me fais un film. J'interprète. Donc c'est vraiment quand je me rends compte que ces pensées, il faut vraiment les identifier, ces pensées. Elles sont interprétatives, elles sont erronées souvent. Que tu appelles pensée automatique. Ça s'appelle des pensées automatiques. Les illusions, pensées automatiques, c'est pareil. C'est pareil, c'est des illusions, des pensées automatiques, ça va donner naissance à des interprétations du réel. Ça va? Autre question dans le groupe là? Toujours les mêmes. Il y en a peut-être d'autres, non? Oui, quand tu dis qu'on peut parler en tant qu'adulte à son enfant intérieur pour le remettre en sécurité, en tant que compagnon, quand on voit que c'est l'enfant de l'autre, est-ce qu'on peut aller s'adresser à cet enfant-là et lui dire, tiens, il y a ton enfant qui va pas bien, tu pourrais t'en occuper? Pas comme ça. Non. Pas sous cette forme, ça marche pas. Grosso modo, quoi. Oui, enfin, l'idée, c'est l'intention. Mais évidemment que tu ne vas pas le formuler de cette manière-là. Oui. Mais on peut aller sur ce domaine-là. Oui, tu peux le formuler autrement, avec bienveillance, en disant, en posant une question plutôt. C'est l'adulte qui va poser une question, de quoi tu aurais besoin pour prendre soin de toi, par exemple, maintenant. Parce que, par exemple, là, je prends l'avion, je donnais l'exemple, là, je prends l'avion demain, je vais donc prendre l'avion, c'est sûr. Je vois que ça te met en panique et que tu t'imagines que je vais retrouver une nana. Bon, pas du tout. Je le dis une fois, je ne vais pas le dire 50 fois. Donc, de quoi tu as besoin pour prendre soin de toi? Ou pour prendre soin de la petite fille en toi qui a tellement peur que je parte sur une autre ou que je te quitte pour toujours. Donc là, on peut poser une question comme ça. Tu vois. Mais évidemment, tu ne vas pas le dire en mode... Mais c'est l'idée, oui, il y a l'idée de... prendre conscience qu'en fait, c'est son enfant qui est... Oui, tout à fait. Oui. Après, c'est le côté, je suis tellement énervée que tu t'accroches à moi et que tu t'agrippes que je te le fais savoir en mode... occupe-toi de toi parce que là, t'as fini, t'as grippé. t'occuper du corps. Bah oui, donc c'est un peu le problème de schéma abandon. Ça peut faire des reproches, ça peut attaquer l'autre. Oui, mais je suis sûre que tu pars avec une autre. D'ailleurs, la dernière fois, et puis peut-être tu vas pas me donner de nouvelles. Si tu me donnes pas de nouvelles avant ce soir, je vais me dire que... Enfin, tu vois... Il y en a beaucoup, il y a comme ça. Moi, j'en ai souvent ma clientèle qui me disent il est parti 3 jours, mais est-ce que c'est normal? Il ne m'a pas donné de nouvelles. Il doit être très occupé. Mais non, il devrait me donner des nouvelles. Toutes les 5 minutes, pas donner des nouvelles tout le temps. Quoi. Ça, c'est vrai. Les abonnés qui veulent beaucoup de nouvelles. Ils ne sont jamais assez rassurés. Si tu veux. Ok. Oui, vas-y, il y a une question derrière. Oula, après on va s'arrêter parce que sinon je ne vais pas vous garder pendant 3 heures. Moi j'avais une question sur le fait que vous disiez qu'en fait les abandonniques testaient beaucoup. Alors beaucoup c'est par rapport à quoi Beaucoup quoi? Tester beaucoup en fait. Avait tendance à tester l'amour. Oui, pouvaient, pas tous. Il y en a qui vont tester, font le test de l'épouvantail. T'as vu comment je suis tartignole? T'es toujours avec moi? Ah. Mais ça j'ai l'impression que tout le monde le fait dans une relation. Un peu tous les profils le font dans une relation, surtout au début. Non, pas forcément. Pas du tout. Pas du tout. Heureusement. Non. Il y en a qui le font pas du tout. Il y en a qui sont assez tranquilles avec ce qu'ils valent. Et donc, non, ils disent je m'engage avec toi, tu t'engages avec moi. Est-ce que tu veux t'engager avec moi? L'autre, il dit oui, il dit non. S'il dit oui, je fais un tour de manège avec. Sinon, je ne fais pas de tour de manège. Mais ils n'ont pas forcément... besoin de tester parce qu'ils sont assez tranquilles au fond d'eux-mêmes. Ah non, il y en a qui ne font pas de tests. Ceux qui croient qu'ils ne sont pas assez à la hauteur font ça. Est-ce que tu m'aimes toujours si je te montre mes côtés noirs, en fait, c'est mes défauts, tu vois?
Si je suis jaloux, est-ce que tu restes toujours avec moi? Si je suis... voilà, parce que par exemple, si j'ai un problème, je suis complexée physiquement, est-ce que si je m'habille en jogging, et que j'ai une tronche de cake, est-ce que tu m'aimes toujours? Je sais pas, je donne des exemples comme ça. Mais du coup, c'est plus un manque de confiance en soi ou dans l'autre? En soi. En soi. J'ai pas confiance en moi, et donc je me dis que je suis pas capable d'être conservée par toi. Donc je vais tester. Je vais mettre en place des tests pour voir, en faisant ça, est-ce que tu continues de me garder? Tu es toujours là, mon garçon? Ou ma copine, là, tu es là? Ah, je t'ai fait des reproches, est-ce que tu es toujours là? Par exemple, je te rends jaloux, est-ce que tu es toujours là? Genre, je teste l'amour inconditionnel que j'ai pas reçu, tu vois. Je m'en vais, je m'éloigne, je regarde. Voilà, je te teste, hein, je suis là, puis je suis plus là. Tu es toujours là, tu me gardes encore? Ah, c'est que j'ai de la valeur. C'est malsain comme tout ce truc-là, mais oui, c'est un problème de je ne reconnais pas suffisamment ma valeur, donc je teste l'amour. Non, tout le monde ne fait pas ça, je te rassure tout de suite. Hein. C'est une bonne question, je te remercie de l'avoir posée. Une dernière question pour la route? Oui, vas-y. Merci. Dans les émotions, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait la colère, l'anxiété, il peut y avoir tristesse, colère, anxiété. Et il peut y avoir de l'impatience ou pas? Impatience, Ouais. Oui, ça va avec la colère. L'irritabilité, souvent, c'est la colère. Je suis irritée, irritable, parce que l'autre ne fait pas exactement ce que je veux, ou comme je voudrais, ou je suis inquiète, ou je suis anxieuse. En général, si je suis anxieuse, je peux être irritable aussi. C'est la réponse d'attaque, l'irritabilité. Hein. Donc la colère. Ok. Je suis sur les détails aussi. Oula, ça c'est pas... Donc l'anxiété, je suis vigilante. Mais un détail là, oula, attention, je scrute le détail. Et je tombe dessus. Oui, il peut y avoir... et ça peut être joint... Sur la veste. Oui, voilà. Et donc ça peut être... et la prochaine fois, je ferai le schéma un peu plus tard, je pense. J'ai prévu sur mon site, vous regarderez à conférence, j'ai prévu le schéma méfiance-abus, tu vois. Donc ça peut donner naissance à la méfiance aussi. Je me méfie, je scrute, je suis irritée, irritable, rien me stimule, tu vois. Voilà. Bon, ça, on le verra la prochaine fois.